Voilà, nous sommes en direct. Alors attends, je vérifie que j'ai bien tous mes trucs. Ok. Eh ben bonsoir tout le monde. Ouais, bah, il y a déjà du monde qui est arrivé dans le chat, là, tu vois, à droite. Et bah bonsoir, Alfdan. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous regardent et à ceux qui ne vont pas tarder à nous rejoindre. Ouais. Bon alors tu sais quoi? Je dis aux gens quand même. Alors Alfdan, faut savoir un truc. Quand on prépare une émission, il y a toujours le laps de temps où on se dit euh, qui va hacker le PC le Mac de Halfdan ou qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'informatique. C'est un truc de fou. Je suis maudit. L'informatique me déteste personnellement. Il m'arrive des galères. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Toi, tu es le genre de mec, ça veut dire qu'en fait, toi, tu double-cliques, par exemple, sur Google et il y a ta boîte mail qui s'ouvre, quoi. C'est ça? C'est pas tout à fait ça, mais presque. Ah ouais. Les histoires, quand j'ai eu mon premier portable, allez rapidement, mon premier portable, quand j'ai eu mon premier portable, j'avais averti, j'étais allé, c'était, bon, je ne vais pas faire publicité parce que finalement c'était des escrocs, mais bon, et j'avais averti le technicien, je dis, bah écoutez, avec moi, je dis, je vous avertis, je vais revenir rapidement parce que moi, il m'a dit, mais il n'y a pas de raison, etc. Et en fait, au bout de 3 semaines, je crois qu'il y a un truc comme ça, il a fallu régler tout en 3 semaines et tout. Le gars, je me rappelle la tête qu'il avait, c'était un Asiatique, il regarde l'historique et tout, et il était sidéré, il m'a dit, mais en fait, tous les problèmes que nos clients peuvent rencontrer, vous les avez tous eus. Et je lui dis, je vous l'avais dit. Je sais pas comment tu fais, hein, franchement. Non, mais il existe un dieu de l'informatique, il m'aime pas. Ouais, c'est ça. Je le garantis qu'il m'aime pas. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous ce soir. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir également. Puis on avait promis qu'on referait une vidéo après la dernière. Ouais, exact. Donc, voilà. On a mis le temps, mais on est là. Voilà. Ouais, bah on a... Là, le sujet que tu as amené pour aujourd'hui, il est super intéressant. On va l'énoncer rapidement. C'est-à-dire que, les amis, pour vous raconter rapidos, bon, on s'est écrit tous les deux, puis tu me dis, ah, écoute, j'ai un sujet qui pourrait être bien, là, c'est comparer en fait les mœurs et l'éthique d'aujourd'hui, grosso modo, à celle des ancêtres. Alors toi, évidemment, de tradition germanico-nordique, on peut dire, et voir un petit peu qu'est-ce qui cloche, quoi. Parce qu'au fond, c'est ça. Bon, tu vas nous faire évidemment un petit exposé là, tu vas nous expliquer tout ça, mais c'était surtout pour montrer le décalage et la raison qui fait qu'on est dans une société qui est décadente de fait. Ouais. Alors bon, déjà, même si on n'était pas encore dans une société décadente, même si on était, disons, dans les années, 50, 1950 à peu près, où ça allait, voilà, le fossé civilisationnel qui nous sépare de nos derniers ancêtres païens d'il y a 1000 ans en Scandinavie, par exemple, à l'époque des Vikings, il est monumental, il est titanesque. On est vraiment dans d'autres conceptions du monde, etc. Et en fait, alors évidemment, comme tu le disais, on vit une fin de cycle. Oui. Et on est les représentants, qu'on le veuille ou non, d'une civilisation qui est en train de se casser la gueule bien profond. Et la question, c'est comment les hommes de bien, en général, les hommes de bien, j'inclus voilà, les hommes et les femmes naturellement, de bien, peuvent-ils survivre, vivre, ne serait-ce que déjà ça, vivre dans ce monde-là en restant sain, en restant une valeur positive, et parce que c'est sur des gens comme ça que de toute façon, le cycle suivant démarrera. Ça démarre. Comme à chaque fois. Voilà, c'est ça, comme à chaque fois. Donc, le but du jeu, c'est, nous, on en est là, c'est-à-dire que le monde s'écroule, c'est la fin d'un cycle, autre chose viendra derrière. Ouais. Comment nous doit-on rester, que doit-on faire pour rester droit et permettre de transmettre la flamme d'une époque à une autre. Voilà. Alors, sur le coup, le sujet, c'est pour ça que le sujet est vachement intéressant. Dans l'optique Azatou, bien sûr. Je sais que toi, tu n'en es pas, mais bon. Ça fait partie de notre culture, en fait. Oui, effectivement. Et puis, de toute façon, je verrai aussi, parce qu'on va parler aussi du rapport aux autres religions, notamment le christianisme, etc. Donc, il y a des tas de choses à dire sur le sujet. Et donc, j'attendais sur mes notes. Donc, vas-y. Pour dire que, en fait, on connaît énormément de choses du monde germano-nordique ancien, qui
qui entre dans l'histoire il y a 2500 ans, allez, pour être généreux, Ouais. et qui se termine, les dernières sociétés païennes, les dernières sociétés polythéistes, Azathoth, se terminent il y a à peu près 1000 ans. Ouais. Un petit peu moins, mais à peu près ça. Et donc, on a quand même une grosse césure. Et maintenant que va savoir pourquoi cette religion revient en avant et même sacrément en force. C'est pas étonnant dans le fond. Non, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. J'avais constaté ça, moi, il y a déjà 30 ans, dans les banlieues, avec le retour de l'islam chez les jeunes maghrébins. Ouais. Alors que les témoins de ma génération n'en avaient strictement rien à foutre. C'était un truc pour les chimanies. Eux, ils vivaient en France, ils étaient dans le modernisme et tout. Et c'est la génération d'après qui s'est reconnectée. Tu déracines un peuple, curieusement, il y en a une partie qui va essayer de retrouver des racines. Donc voilà. Normal. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, il y a des jeunes gens, moins jeunes, qui portent le marteau de Thor, qui suivent cette religion, qui essayent de trouver une voie sérieuse, profonde, et une vraie spiritualité, un vrai rapport au divin, etc. Ce qui implique aussi que on se doit de trouver ça doit impliquer un certain comportement. D'autre part, il est évident que quand on est musulman et qu'on a compris l'islam, qu'on n'est pas musulman de banlieue, voilà, quand on est musulman, on se doit d'avoir un certain comportement, une certaine attitude vis-à-vis de plein de sujets différents. Tout ça est très codifié dans l'islam, dans le Coran, dans les hadiths, dans la charia, etc. Quand on est chrétien, catholique ou protestant, c'est pareil, ou orthodoxe, c'est pareil. On se doit, il y a un certain nombre de valeurs, de principes premiers qui doivent s'imposer. Et bien c'est pareil pour Azathoth. Sauf que nous vivons, les gens qui découvrent l'Azathoth aujourd'hui, encore qu'il y a maintenant des générations de jeunes gens qui sont nés dans des familles Azathoth, malgré tout, on vit dans un monde qui n'est pas connecté, et pour cause à celui de nos ancêtres. Et en fait, qu'est-ce qui nous distingue, nous, en tant qu'Azathoth Amen, dans le monde dans lequel on vit, qui n'a pas d'honneur, on vit l'époque qui est le règne du mensonge. Il suffit de voir pourquoi les médias mainstream se cassent la gueule. C'est parce que tout le monde a compris que voilà, faut arrêter, quoi. C'est énorme. Mais ils mentent comme ils respirent, ces gens-là. Enfin bon, ce qui est bien, c'est que maintenant tout le monde le voit. Il suffit que des gens. Il n'y a même pas besoin d'être politisé ou quoi que ce soit. Il suffit d'avoir un peu de bon sens. Ça se voit. Voilà, ça se voit, ça s'entend. Les gens n'en peuvent plus. Et donc la question, c'est quelle est l'attitude que doit avoir un Azathoth Amen aujourd'hui au XXIe siècle? Ok. Pour savoir ça, il faut évidemment s'inspirer de ce qu'on connaît des anciens, de la mentalité des anciens, et de voir par la suite, eh bien, d'accord, on doit se référer à ces modèles, mais en quoi sont-ils pertinents aujourd'hui? Sont-ils pertinents aujourd'hui? Parce que la société, par exemple, des Vikings et des autres Germains avant, c'est pas du tout le même monde. Et nous, on n'aimerait pas. Nous, on l'aimerait pas. Tout Azathoth Amen qu'on est aujourd'hui, on n'aimerait pas y vivre parce que c'était hyper violent. Faut pas se faire de film là-dessus. Faut pas trop être dans le fantasme et idéaliser la chose. C'était un monde qui était particulièrement brutal et dégueulasse à bien des égards. Et donc voilà. Ceci dit, tout n'est pas à jeter. Est-ce que tout ça peut nous inspirer? Et surtout, comment dire, sur des tas de choses qui sont des problématiques actuelles. Par exemple, quel doit être notre rapport au travail? Quand on est employé, quand on est patron, quel est notre rapport alors j'ai au modernisme, par exemple, aux nouvelles technologies, aux idées nouvelles. Comment est-ce que nous, on s'adapte à tout ça par rapport aux problématiques actuelles comme l'écologie, comme la politique? On pourra aussi parler de la politique, puisque je vois parfois des gens qui... j'avais percuté ça une fois où j'avais vu sur Facebook, il y avait un Américain qui avait posté un truc, qui a dit « Odin a dit les runes, c'est pas pour les fachos ». Et j'avais répondu « Odin n'a jamais dit ça ». Voilà. Mais il y a aussi des gens qui ça c'est assez ma génération. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'Azathoth par réflexe identitaire, on en parlait. Tu vois, beaucoup malheureusement. Et c'est logique en même temps. C'est tellement logique. Et ce sont eux, d'ailleurs, petite histoire aussi, ce sont eux qui ont permis l'essor actuel.
C'est-à-dire que tous les autres ont pris derrière. Hein. Moi, j'ai vu ça dans les années 80-90. On n'était pas nombreux. Hein. On n'était pas nombreux. Il y avait beaucoup, effectivement, de gens que. C'est pas qu'ils votaient, c'est pas qu'ils étaient spécialement politisés, mais c'est souvent des régionalistes plutôt. Ouais. Mais de toute façon, il y a un truc assez classique, c'est-à-dire que dans des époques comme la nôtre où tout se casse la gueule, il y a toujours cette espèce de réflexe identitaire de revenir à ses racines. Et malheureusement, c'est toujours un réflexe radical en général au début. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, puisque je parlais des gens de banlieue, que j'ai vu cette résurgence de l'islam inattendue qui sidérait les rebeux avec lesquels j'étais à l'école. Ceux de ma génération ne comprennent toujours pas. Mais moi, pareil. Hein. Moi, j'ai fait le même constat que toi dans les. Alors, moi, je suis évidemment beaucoup plus jeune, entre guillemets, mais tu vois, moi, j'ai côtoyé beaucoup. Hein? Comment ça, beaucoup? Je sais pas. T'as quel âge, toi? Par rapport à toi, 35 ans? Non. Non, mais tu sais, moi, dans les années 90, dans les classes, à l'école ou partout, on vivait ensemble, tu sais, comme on aime le dire. Personne nous faisait chier avec des histoires de radicalité, de quelque bord que ce soit. Quelque bord que ce soit. Moi, j'ai jamais connu ça. C'est arrivé beaucoup plus tard et c'est arrivé justement au moment où il y a eu ces politiques mondialistes qui prennent le pouvoir, qui arrivent, on en parlera hein, évidemment, avec des velléités particulières. Mais c'est des trucs, si tu veux, c'est des problématiques récentes en fait, dans le fond. Oui, parce que moi je les ai vus arriver, donc attends, tu me disais quel âge j'ai moi? Ça change tous les ans, je m'y perds. Je dis 57 ou 58, je sais même plus, tu vois. Tu m'as dit 30, 35 Inverse 53. 53, ça me va. Ah, c'est ça. Non, mais comment dire c'est effectivement, moi j'ai vu le monde évoluer à une vitesse phénoménale. Le monde que. Et puis, pour les plus jeunes, il y a un petit truc, pour ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, le monde que j'ai connu il y a 10 ans n'existe déjà plus. Alors, je ne raconte pas celui d'il y a 20, 30 ou 40 ans. Wow. Je regarde des photos de moi et tout, c'est de l'histoire, c'est de l'archéologie, c'est hallucinant. Ce qui veut dire que, mesdames et messieurs, surtout si vous êtes jeunes, un truc, voilà, mettez-vous dans le crâne que dans 10 ans, le monde d'aujourd'hui, vous ne le reconnaîtrez plus. Et pourtant, vous aurez 30 ans. Vous serez déjà des vieux, quelque part, pour dire à quel point ce monde évolue vite. Et puis pour retomber sur mon sujet, mon doigt s'est fermé note. Comment dire, pour retomber sur le sujet, quelle éthique, quelle valeur, j'aime pas trop le terme de valeur, j'expliquerai pourquoi, doit-on s'imposer, quel code de l'honneur doit-on s'imposer pour ne pas être dépassé par tout ça, rester constant et ne pas perdre pied avec la réalité, pied avec le bon sens, pied avec les cycles de la nature, etc., avec ce qui perdurera toujours et que certains travaillent très activement à faire crever. Voilà. Alors justement, je t'amène vers les sources sur lesquelles tu t'appuies, là, pour le coup, que tu peux peut-être nous présenter, ça peut être sympa. Ah oui, voilà, des sources, il y en a un paquet. Alors, tout d'abord, pour ce qui va nous servir de référence, c'est les mentalités, les croyances, le rapport au monde et aux autres des anciens. Comment ils concevaient le monde, quel était leur principe directeur, quelle était leur psychologie, quelle était leur mentalité, qu'est-ce qui définissait le bien et qu'est-ce qu'ils entendaient par le bien, qu'est-ce qui définissait le mal et qu'est-ce qu'ils entendaient par le mal. Ça n'a rien. Voilà, c'était pas un monde manichéen. Donc déjà, pour cette époque-là, le bien et le mal, c'est des notions qui sont extrêmement floues. Déjà, il faut le savoir. Alors, les sources. Alors, la première source pour se faire une idée de l'éthique ancienne, donc je montre mon premier petit bouquin. Ouais. J'ai ici un exemplaire de l'excellente traduction de Havamal, devrait-on dire, de l'Édit du Très-Haut, de traduction de Sylvain Panchèvre chez Sécheta. C'est l'une des meilleures traductions. Alors vous trouvez ça notamment dans l'Éda poétique, pareil, du même auteur, même traducteur, Éda poétique. Voilà, mais vous avez aussi la traduction de Régis Boyer. Vous avez une autre traduction des Havamal. Alors l'Havamal, comme c'est écrit là, c'est l'Édit du Très-Haut. Le Très-Haut étant Odin. Voilà. Et là, vous avez un certain nombre de stances, et c'est des petits textes très courts. Vous voyez, là, vous avez
traduction en norrois, toujours intéressant, plus la traduction en français. Et ce sont des conseils de pur bon sens. Comment se comporter chez l'invité, comment se comporter quand on reçoit, comment, par exemple, le Habermas nous explique que, par exemple, il ne faut pas séduire la femme d'autrui. Ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Ouais, surtout aujourd'hui, c'est pas si évident que ça, au fait. Ah bon, ça, on pourra en parler parce qu'il y a dans l'étude des lois germaniques, moi j'ai noté trois crimes capitaux qui sont dont ils parlent beaucoup et avec lesquels ils sont absolument impitoyables. Et curieusement, contrairement à ce qu'on peut croire, l'infidélité conjugale, c'était une peine de mort. Et je crois que, tu sais, par extension, je crois que tu la retrouves dans la loi salique. Oui, bien sûr, parce que la loi salique, c'est une loi germanique, c'est une des lois germaniques. Alors attends, parce que j'ai noté, parmi les lois qu'on trouve, parmi celles-là, vous avez par exemple la Lex Francorum. Alors, les lois issues de la Confédération des Francs, qui a donné la France. Le royaume de France, ouais. Voilà, donc il y a la Lex Francorum Chamavorum, donc des chamaves. Vous avez la Lex Ripuaria, c'est-à-dire la loi ripuaire. Voilà, et on a aussi la Lex Salica, la fameuse loi salique, qu'ont repris les rois de France pendant le Moyen-Âge, etc., qu'on voit encore, Maurice Druon en parle pour la guerre de 100 ans, etc. Tout ça, ce sont des lois qui ont été mises par écrit par les Gallo-Romains à partir du moment où les Francs arrivent. Ce sont des textes de loi germaniques qui se transmettaient oralement jusqu'à présent et qui avaient des différences d'un peuple à l'autre. Elles étaient différentes, mais grosso modo, ça va à peu près dans le même sens. On a aussi la Lex Alamanorum, c'est-à-dire plus des pactus, c'est-à-dire des textes additionnels. Donc, c'est la loi des Alamans. On a la même chose pour la Lex Bavariorium, ça en latin, c'est celle des Bavarois, des Bajouvards. On a deux lois qui concernent les Burgondes. Donc, on a la loi Burgundionum et on a la loi Romana Burgundionum, c'est-à-dire la loi qui a été faite quand les Burgondes se sont installés dans l'Empire romain. Ils ont fait des textes de loi pour harmoniser les rapports entre Gallo-Romains et Burgondes, qui ne vivaient pas selon le même texte de loi. Donc, c'est intéressant. Il y avait déjà deux mondes qui s'affrontaient. Carrément. Voilà. La Lex Frisionum, la loi des Frisons. L'Edictus Rotari, ça, c'était les Lombards. Bien connu, l'Edictus Rotari, la Leges Vigitorum, c'est-à-dire en Espagne, la loi des Visigoths, et puis on a différents textes de loi partiels ou complets, anglo-saxons, islandais, etc. Alors ça, c'est des sujets que je dirais pas que j'ai étudiés, c'est super complexe. C'est super énorme, il faut se taper des trucs et ça, mais il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé sur ce truc, donc j'ai abordé il y a quelques années là-dessus ces textes-là. Alors, c'est intéressant et important pour notre sujet parce que un texte de loi illustre les préoccupations du peuple ou des dirigeants qui le font. Si on fait des lois contre le vol, c'est parce qu'on a un problème de voleur. Ça paraît logique. Voilà. On remarquera que, par exemple, dans toutes ces lois-là, il y a la loi sur l'informatique et liberté, il n'y a rien, par exemple. Vous voyez, je veux dire, ça paraît bête, mais en fait, un texte de loi illustre la mentalité, les préoccupations profondes d'un peuple et les rapports que les différents éléments de ce peuple ont entre eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a déjà aussi un premier truc qui se dégage quand tu mets le nez un petit peu dans ces textes-là, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont dans l'idéologie. Ce sont des gens qui sont dans le réel et qui ont des réactions pragmatiques face au réel. Oui, en fait. effectivement. Tout simplement. Effectivement, c'est pas des idéologues, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de philosophie là-dedans. C'est la loi. C'est la loi. Et puis c'est concret. On ne cherche pas à savoir le pourquoi du comment. Par exemple, dans toutes ces lois-là, il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand on surprend un voleur sur le fait, on a parfaitement le droit de le trucider. Et fait important, sa famille n'a pas le droit, du fait que c'est un voleur pris sur le fait, de réclamer le vergeld, c'est-à-dire le prix du sang. On n'a pas le droit de se venger pour la mort de quelqu'un qui a volé. Ça vous donne une idée de l'importance qu'ils accordaient à la lutte contre le vol.
et la façon dont ils considéraient le vol. C'est l'un des 3 points que j'avais noté, qui était une obsession chez les Germains, globalement, et pour lesquels ils étaient absolument impitoyables. Donc voilà, par exemple. Donc c'est intéressant l'étude de ces textes de loi parce que ça nous donne une idée de leurs préoccupations et de la façon dont ils appréhendaient leur rapport aux autres et aux problèmes que la vie en société fait, les rapports entre le roi et le reste de la population, etc. Autre source, on a donc je parlais du Havamal. Évidemment, ça fait partie de la mythologie. D'ailleurs, je te coupe 2 secondes. Est-ce que les modérateurs, vous pouvez mettre le lien de Secheta pour que tous ceux qui voudraient aller se procurer les textes dont parle Halfdan, qui sont publiés chez Secheta? Ouais. Bon, il y a déjà les miens, il y a les tiens. Et ses traductions. Il y a Asuva Farson. Enfin, il y a plein. Il y a que du bon chez Secheta. C'est de la bonne cam. Fred écoute, merde, j'aurais pas dû dire ça. Mais comment dire, oui. Et donc la mythologie est importante aussi, un peu pour les mêmes raisons que les textes de loi. C'est-à-dire que une mythologie, c'est un peu le reflet aussi de la mentalité d'un peuple. Pas de sa mentalité même, de sa psychologie. Voilà. Si les aventures de Thor dans la mythologie sont si amusantes parfois, parce qu'ils se trouvent des fois dans des situations ridicules, c'est quelque part, les Vikings étaient un peu comme ça. Et Thor notamment, et non pas Odin, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Thor, c'est un peu le dieu de référence. C'était pas pour rien que c'était le dieu le plus populaire des Vikings. Donc, le comportement de Thor, la façon dont il réagit aux épreuves qui lui sont imposées, la façon dont ses rapports avec son épouse, par exemple, les rapports avec les ennemis, etc., et tout ce qu'on connaît de Thor, ça illustre la psychologie, au moins des Scandinaves de l'époque viking, puisque c'est à cette époque-là qu'on a mis cette mythologie par écrit. Et donc ça, c'est intéressant de voir aussi de cette psychologie. On a un élément qui nous donne une idée de la façon dont nos ancêtres, en tout cas de l'époque viking, voyaient le monde. Donc la mythologie, c'est super important. C'est une des sources qui nous permet de connaître tout ça. On a aussi, en plus de la mythologie, on a évidemment toutes les sagas, où on a description des comportements de héros, etc. Sachant qu'en général, on ne parle pas de n'importe qui, on parle vraiment de héros. Et effectivement... Est-ce que tu peux rappeler ce que ça veut dire dans la mentalité nordique, le héros? Ah, alors ça, c'est super important. Bah oui. C'est super important. Surtout, ça a pris comment dire, je cherche un mot que je ne vais pas trouver. J'ai le mot climax en anglais, mais c'est pas grave, tu le dis en anglais. Ça a pris, c'est une idéologie, pas dans le sens politique, mais une idéologie, une vision du monde qui a pris son summum à l'époque viking, où le modèle humain que l'on met en avant, c'est effectivement le héros. Il peut être un roi, il est en tout cas un guerrier, et c'est ça, c'est le héros guerrier et toute l'éthique guerrière qui va avec et qui implique une bonne dose de cruauté parfois, et c'est le modèle d'homme que l'on promeut et que l'on donne en exemple à tout le reste de la société. On retrouve Thor, encore une fois, Thor qui est l'archétype de tout ça. Et donc, c'est pas pour rien que dans les sagas, le héros principal est un héros, justement, un héros avec un grand H. Le protagoniste est un héros. Là, le terme de héros, il faut bien le définir. Et je crois qu'il est encore même mieux illustré, pas seulement dans les sagas qui parlent pourtant de personnages historiques et c'est des témoignages qui sont assez près des faits, mais on va par exemple dans les chansons de gestes continentales, l'image de Siegfried par exemple. La Geste des Nibelungen, quand on lit la Geste des Nibelungen, on a des comportements de Gunnar, comment s'appelle sa sœur là, qui est mince, le nom m'échappe, mais on a des personnages qui sont plus grands que nature, qui sont en couleur. Je veux dire, la sœur de Gunnar, là, une Burgonde, qui dans la Geste des Nibelungen épouse Atli, qui est en fait Attila. Bon, en vérité, c'est pas comme ça, mais on n'est pas loin de l'histoire, mais voilà. Et pour venger ses frères, pour venger ses frères qui ont été tués traîtreusement par Atli, elle fait un truc, mais
Elle met à mort, d'abord, pendant un banquet où son mari reçoit toute l'élite de ses guerriers pour fêter la victoire contre les Burgondes. Elle fait mettre à mort les fils d'Acli, ses propres enfants. Elle les cuisine et elle les sert à manger à Acli et à sa garde. En recommandant bien à ses servantes de bien abreuver bien ce monde-là, et quand tout le monde est ivre-mort, elle se présente devant son mari, elle lui explique que ce que tu viens de manger, mon gars, c'est tes fils, les enfants qu'elle a mis au monde, qu'elle a allaités. Okay, c'est tes fils. Et là, les guerriers, évidemment, sont outrés, scandalisés et tout, ils essayent de réagir et tout, mais comme ils sont bourrés, elle en profite pour fermer la halle, elle y fout le feu et tout le monde crame dans une apothéose. Et tout. Voilà. Là, je parle d'une femme. Hein. C'est le genre de héros dont on célèbre l'image et le comportement, dont on idéalise le comportement dans ces époques-là. C'est une autre race d'hommes. Hein. Ah, c'est des bourrins, c'est des gros bourrins, c'est une anthropologie qu'on ne connaît plus. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Là, on en est loin. Hein. Aujourd'hui, on en est loin. On en est très, très loin. Enfin, bref. Plus proche de nous, on a quand même des auteurs connus qui ont quand même étudié un peu plus le sujet. Tout le monde connaît Régis Boyer, il est incontournable. Par exemple, Mœurs et psychologie des anciens Islandais. Alors ça, je ne crois pas qu'il ait été réédité. Je regarde la couverture là, de la 4e de couvre. Il coûtait 118 francs. Donc, pour vous dire que voilà, c'est un bouquin qui doit avoir 87. Je ne sais pas s'il a été réédité, mais enfin bon, vous voyez que ces sujets-là ont été étudiés et donc on se fait une idée de ce qu'ils avaient dans le crâne. Également, Yann de Vries, l'univers mental des Germains. Voilà. Et en fait, pour les sources, je vais m'arrêter là parce qu'on pourra en donner d'autres, mais tout ça pour dire on peut se faire une idée nette et précise de la mentalité des anciens, de leur éthique, de ce qui les préoccupait et de la façon dont ils voyaient le monde. Et avec tout ça, je peux dire une chose, c'est qu'on n'aurait pas supporté, nous, de vivre en leur temps. Qu'est-ce qui te fait dire ça, par exemple ? On pourra au cours du truc, on pourra développer ça, mais qu'est-ce qui, toi, te fait penser que un être humain typique de notre siècle, de notre époque, pourrait pas supporter en fait le monde nordique? Parce que je vais aller taquiner un petit peu la chose. C'est-à-dire que quand tu vas dans les milieux néo-païens ou quoi, ou même chrétiens du Moyen-Âge, tu vois, une espèce de lyrisme autour, d'images un peu fantasmagoriques comme ça, tu vois. Et donc, tu vois plein de jeunes qui cherchent à s'identifier à ça, à s'y rattacher. Et on peut les comprendre dans le fond. Oui, quelque part, c'est sain. Parce qu'il y a des bonnes choses à tirer de ça. Mais on oublie le fond du problème, qui donc... C'est-à-dire que les héros dont je parlais, là, justement, ça fait une transition parfaitement. Des Siegfried, des gens comme ça. D'abord, ce sont des gens pour qui tout repose sur la force. Et d'abord, leur force. Leur univers tourne autour de ça. Autre chose, en dépit de tout ça, ce ne sont pas des individualistes. L'individu n'existe pas. Il n'est rien sans sa communauté. Ce qui peut arriver de pire à un homme, c'est même pas d'être exécuté, c'est d'être banni. C'est-à-dire que quand son clan, quand sa famille ne le soutient plus et qu'il est mis hors de la société, il est désacralisé. C'est-à-dire qu'il n'est plus considéré comme humain. On peut le tuer en toute impunité. Donc ça veut dire que hors de la communauté... Pardon ? C'est très violent. Hein. C'est extrêmement violent. C'est pire que la mort. Dans leur mentalité à eux, c'est pire que la mort. Être banni, c'est fini. Tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. Tu n'as plus de raison d'être. Alors, dans le monde aujourd'hui où tout le monde ne pense qu'à soi et à son smartphone, et d'ailleurs, je suis mon smartphone, hein, en gros, c'est ça. Déjà, ça fait mal. C'est-à-dire que si toi, tu ne sacrifies pas tout à la communauté, tu crèves. C'est tout bête. Voilà. Ensuite, il y a des tas de choses qui nous paraîtraient insupportables. Par exemple, le mépris du pauvre, le mépris du faible. Au mieux, on s'en fout. Voilà. Il n'y a pas de compassion dans ce monde-là. Il n'y a pas de compassion. Je dis pas qu'il y a pas. Je dis pas que les sociétés germaniques anciennes ne prenaient pas soin de leurs pauvres. Par tradition, il y avait des pauvres qui se déplaçaient de ferme en ferme.
on leur devait la nourriture et il y avait en général, on avait un bâtiment où on les recevait, etc. Ce qu'ont fait un peu plus tard les monastères. Plus tard. Ouais. Mais on le faisait parce qu'il fallait le faire. On aurait été déconsidéré si on ne le faisait pas, mais on donnait à manger à ces gens-là pendant un jour ou deux, ils passaient la nuit, puis après on les incitait assez fermement à aller voir la ferme d'à côté. Ouais. Voilà, il y avait une population entière qui passait son temps à aller de ferme en ferme pour trouver sa pitance et ne pas dormir dehors. Voilà. Mais en dehors de ça, on n'allait pas faire non plus un programme pour essayer de non. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose que tu retrouves un petit peu au Moyen-Âge aussi, c'est-à-dire que en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas qu'ils ont. Moi, là, c'est un avis que je donne, parce que je n'ai pas la preuve de ce que je vais dire, mais je pense pas que c'était un manque de compassion ou quoi que ce soit. C'était une règle de vie que, voilà, il y a des miséreux, on le sait, mais on n'en faisait pas tout un pataquès. Et effectivement, c'était pas une société où on se disait il faut absolument s'occuper de tout ce monde-là parce que les pauvres, machin, fallait. Déjà, il y a un truc, qui va déjà égratigner un peu le mythe, c'est que ce sont des sociétés esclavagistes. Chez tous les peuples germains, vikings y compris, qui en faisaient un commerce phénoménal, il y avait des esclaves. On en faisait commerce. Un homme libre possédait des esclaves. Ce qui est intéressant, parce que je parlais tout à l'heure de notre relation au travail. C'est Aristote qui disait que, en fait, la définition d'Aristote d'un homme libre, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler. Pourquoi ? Parce que c'est les esclaves qui travaillent. Et nous qui nous faisons, et ça c'est un héritage chrétien, c'est intéressant au XXIe siècle, nous qui nous faisons une gloire, en tout cas quand on n'est pas un crétin, d'être un travailleur, d'être un producteur éventuellement, c'est mon cas, moi je suis ouvrier en bâtiment, j'en suis très fier, je suis prolo, fils de prolo. Voilà. Mais ça, cette fierté-là, dans le monde ancien, c'est comme si je disais je suis esclave et fils d'esclave et j'en suis fier. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que déjà, il y a le fossé, déjà, c'est intéressant parce que ça illustre le fossé qu'il y avait entre les valeurs des anciens et maintenant, ce rapport au travail. Le travail, c'est comme en latin, servus, servilité, tu vois. C'est le vocabulaire illustre bien ça. Quelqu'un qui a de l'honneur, un viking ou un franc, un alamand, un burgonde, ce que tu veux, un go, ne travaille pas. C'est un guerrier. Voilà, il n'a pas besoin de travailler. Éventuellement, c'est un artiste, il fait des petits travaux, des trucs dans ce genre-là, voilà, parce que voilà, mais c'est plus dans l'ordre du loisir. Mais quand il faut aller creuser un fossé, etc., on faisait bosser l'esclave. Mais ça, après, ça, c'est la logique. Il y a aussi la logique des casques. Ça veut dire qu'en l'échange de cette liberté, etc., s'il y a conflit, par contre, c'est eux qui vont au charbon. Ah bah là c'est quelque part, c'est aussi pareil. Il y avait un truc, j'espère qu'on posera la question parce qu'il y a des tas de choses à faire sur le. Il y a déjà beaucoup de questions, t'inquiète pas. Sur le rapport aux armes et voilà. Je veux dire, quand on est un homme libre et qu'on veut faire valoir ses droits, on est un homme armé dans ces sociétés-là. Voilà. Pour voter, par exemple à l'Alsing, il faut être armé. On ne se présente pas à l'Assemblée sans armes. Pourquoi ? Parce que même un homme libre qui se présenterait sans armes n'aurait pas le droit de voter parce que qu'est-ce que tu fous ? T'es déguisé en quoi là ? Rentre chez toi. Voilà. Quelque part, l'idée lui viendrait pas parce que ça serait comme venir en tutu, tu vois. Enfin, j'exagère un peu, mais ça serait quelqu'un qui renierait son statut d'homme libre. Et donc, nous, quand on a cette donnée-là qui est primordiale pour eux, qu'est-ce qu'on en tire de ça ? Moi, j'ai bien une idée. Quelqu'un peut me rappeler les 3 premiers mots de l'hymne national français, du refrain de l'hymne national français? J'ai toujours dit, un peuple libre est un peuple armé. Bien sûr, c'est évident. Si tu veux, le deuxième amendement de la Constitution américaine, c'est qu'il est du devoir du citoyen d'être armé, de s'organiser en milice pour éviter la tyrannie. Ça revient à ce que tu expliquais avec la notion de force. C'est-à-dire que... Et donc, derrière la force, il y a la pulsion de vie, la vitalité, le fait d'exister, de faire valoir son existence, quoi, tu vois. Le marteau de Thor est une arme. Thor se sert de ça pour tuer, pour défendre Asgard, etc. Donc déjà, symboliquement, on a un truc, c'est militariste, ça, quelque part. On pourrait reprocher que ce soit militariste. Donc voilà, on vit dans une voilà, pour dire aussi pourquoi on n'aurait pas aimé vivre dans cette société-là, parce qu'on aurait côtoyé des esclaves, que tout le monde trouvait ça normal.
Alors attends, là-dessus, j'aimerais te faire développer un petit peu sur cette thématique. Ça, c'est intéressant. Parce que on peut avoir une vision un peu différente de la chose en se disant, en même temps, les esclaves ont souvent été soit des prisonniers de guerre ou des choses comme ça, mais aussi ceux qui ne trouvaient pas leur place dans la société. Et que du coup, en échange de quoi, l'esclavagisme, tel qu'on le pensait probablement à l'époque, c'était plus une option pour que ces gens-là trouvent quand même une forme d'existence et servent à quelque chose au final. Un prisonnier de guerre, c'est assez simple. Comment dire, la loi du vainqueur. Vae victis, disait Brennus. Donc, ce que tu passes pas au fil de l'épée, tu peux le prendre pour toi. Donc, en général, on tue les hommes et on garde les jeunes femmes avec soi, ou les plus jeunes qu'on peut dresser, etc. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, finalement. C'est ça, ouais. Et je parle bien de dressage. Comment dire, ceci dit, un pauvre dans ces sociétés-là peut rester un homme libre. Attention. Il n'a pas de moyens, généralement, il est plus ou moins affilié à quelqu'un qui est plus puissant et plus riche, et il sert un peu il fait partie de sa clientèle. Mais tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que ça, par exemple, c'est ce qu'on trouve aussi beaucoup au Moyen-Âge. De toute façon, le Moyen-Âge, c'est la continuité de cette société-là. C'est qu'en fin de compte, il y a l'idée de dire est-ce qu'on peut faire quelque chose de ces gens qui ne trouvent pas leur place à l'intérieur, tu vois? Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que nous, on voit ça, parce que nous, on a une image. Enfin, on a une image de l'esclavagisme parce qu'on pense au commerce humain, etc. Bon, évidemment, il y a eu un épisode atroce autour de ça. Mais j'ai cité, Oui, non, mais on est d'accord. Je ne connais pas, et je ne pense pas qu'on puisse trouver un Azatou Amen aujourd'hui au XXIe siècle qui dirait que l'esclavage est une bonne chose. Alors, mais en même temps, rares devaient être les Azatou Amen d'il y a 1000 ans ou 2000 ans qui disaient que l'esclavage est une mauvaise chose. Là aussi, on a un fossé qui nous sépare parce que la société était organisée là-dessus. Pour faire fonctionner une société, Rome, par exemple, Rome s'est fondée sur la sueur et le sang des esclaves. C'était leur énergie. Tout comme nous, c'était le pétrole. C'est le pétrole et l'électricité. Voilà. Le pétrole et l'électricité a remplacé la force servile, a remplacé la force musculaire, tout comme le moteur à essence a remplacé le cheval. Voilà. Ouais, mais alors regarde, je continue là-dessus pour faire un petit peu exprès. Est-ce que finalement, nous, on n'est pas dans une société esclavagiste à outrance? Est-ce que nous, finalement, on n'est pas les petites mains qui faisons marcher cette espèce de grosse mécanique mondiale qui nous exploite? Alors, à la limite, on peut reconnaître aux anciens quelque chose, c'est que si c'est pas reluisant, la notion d'esclavagisme, on est bien d'accord quand on dit ça, ils n'étaient pas malhonnêtes et ils prenaient pas les gens en traître. Il n'y a pas d'hypocrisie. Voilà. Il n'y a pas d'hypocrisie. Alors qu'aujourd'hui, c'est quand je faisais la reconstitution historique, il y avait une animation que moi j'adorais faire, j'étais marchand d'esclaves. J'ai été marchand d'esclaves à l'époque. Non, mais on s'amusait énormément avec ça. Ça nous permettait de montrer tout un pan de la civilisation viking, c'était le but du jeu. Et souvent, je faisais au public, je disais, je dis oui, vous avez l'air de considérer que c'est une mauvaise chose. Je dis en même temps, vous avez l'intérim. Voilà, c'est une forme d'exploitation. Si j'en prends le vocabulaire marxiste, que d'ailleurs les gens de gauche ne reprennent plus jamais, d'ailleurs, c'est intéressant. Regarde, elle est pour toi celle-là. Elle est pour toi celle-là. Regarde, monsieur McParty, combien Afghan a-t-il d'esclaves, tous sexes confondus? S'il te plaît, il faut que tu fasses la liste. L'enfoiré. Fred, ce qui se passe en club reste dans le club. Voilà. Il connaît la réponse, le vilain. Il connaît la réponse, le vilain. Non, retour au sérieux. Qu'est-ce que je disais comme Adrien là on parlait d'esclavage et ça, j'ai perdu le fil. Non, en gros, on disait que c'était une société qui était moins hypocrite à ce niveau-là. Aujourd'hui, oui, on peut considérer. Alors, selon la formule aristotélicienne, nous sommes tous des esclaves dans la mesure où on doit travailler pour gagner notre vie. Rares sont les hommes libres aujourd'hui. Voilà. Bon, maintenant, Aristote, c'est Aristote. On lui doit beaucoup, mais c'est voilà. Maintenant, pour d'autres, le travail, c'est la liberté parce que ça permet d'avoir ton propre salaire et ta propre indépendance. Mais ça, c'est faux en vérité. Dans les années 60-70, le salariat, c'était l'oppression. Oui. Parce que tu dépendais de ton patron, c'est pas toi qui choisissais ton salaire, c'est pas toi qui choisissais tes conditions de travail, etc. Là, à ce moment-là, voilà, mais le problème, c'est que sur le coup, là, sur la notion de travail, aujourd'hui, moi, je pense que la valeur travail est une valeur positive.
ce que ne pensaient pas forcément nos ancêtres. Oui, j'entends bien. Ouais, il y a un sens derrière tout ça. Parce qu'en fait, bon, aujourd'hui, on sait que, par exemple, au travers de ce travail-là, en fait, on peut s'accomplir, on peut bâtir des choses, etc. Mais tu vois, par exemple, est-ce qu'on considère qu'un forgeron est un travailleur au sens où on l'entend aujourd'hui, à l'époque, alors que le forgeron participe à la vie de la société? Non. Tu vois ce que je veux dire? Curieusement, parmi tous les métiers qui étaient nécessaires à ces sociétés-là, il fallait bâtir des maisons, fabriquer voilà, tisser les vêtements, etc. Ouais. Éleveur était un métier, paysan, etc. Forgeron a toujours eu une valeur ajoutée. C'était un truc de travail, mais que tout le monde respectait, y compris les guerriers. Pourquoi? Parce que sans forgeron, immédiatement, tu as le rapport à l'arme, tu as besoin du forgeron pour te la faire, pour te la réparer, etc. etc. Et le forgeron, il y a des tas de religions où le forgeron, par définition, a des pouvoirs magiques. Oui, j'entends bien. Mais tu vois, Véland, par exemple, dans la mythologie germanique, il y a un personnage qui s'appelle Véland, qui est un dieu forgeron. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Ah ouais, j'entends bien. Mais tu vois, c'est pareil, je veux dire, le fermier, par exemple, c'est celui qui nourrit en fait le clan. Tu vois ce que je veux dire? Lui était. Alors, en même temps, il était déconsidéré parce qu'il était obligé de gratter la terre, il était au cul des bêtes, etc. Ce qui n'était pas anoblissant, on va dire. Mais en même temps, par là, on pouvait devenir très riche. Et le fait d'être riche, toutes ces sociétés-là étaient aussi des sociétés plutocrates. Hein. Le pouvoir était pas forcément guerrier, parce que guerrier, il faut s'y maintenir en permanence, mais celui qui avait beaucoup d'argent avait du pouvoir. Parce qu'il avait beaucoup de clients, là. Il pouvait nourrir beaucoup de pauvres et beaucoup de pauvres qui pouvaient le soutenir militairement. Voilà, qui pouvaient venir en armes pour défendre son point de vue. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que la classe, comme on dit, la classe marchande bourgeoise prend le pouvoir à un moment donné dans l'histoire. Hein. C'est de cette façon-là, en fait. Hein. Si, c'est intéressant aussi de bien connaître la tripartition indo-européenne. Tu peux la rappeler si tu veux. Hein. Alors, dans toutes les sociétés indo-européennes, que ce soit Rome, la Grèce, les Slaves, les Germains, les Celtes, etc., et jusqu'à aujourd'hui dans l'Inde hindouiste, où ils ont rajouté la 4e classe qui est les intouchables, en fait, la société est divisée en trois classes, 3 castes. Un peu primordial. Voilà, c'est ça, divisé mais complémentaire, qu'il faut considérer à l'origine comme 3 bâtons qui se tiennent. Tu en retires un, tout se casse la gueule. Il y en a un qui est trop lourd, tout se casse la gueule. Et donc, par exemple, il y a la classe des. Alors, il y a les bellatores, on va reprendre le terme romain. Il y a les bellatores, c'est les guerriers qui protègent les 2 autres. Il y a les oratores, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la religion et de la royauté et du pouvoir politique, et qui donc s'occupent de gérer les 2 autres et du rapport entre le monde des hommes et celui des dieux. Et il y a les laboratores, où on reconnaît le labeur, le travail, c'est-à-dire tous les producteurs qui entretiennent les 2 autres. Et ça forme un équilibre qui a fait ses preuves depuis des milliers d'années jusqu'à l'Inde d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est intéressant aussi, tiens, j'avais pas noté ça, j'avais pas percuté ça, mais c'est intéressant aussi de bien connaître ça parce que ça nous permet aussi d'imaginer une société qui serait plus équilibrée si elle acceptait les différences et les disparités. C'est ce que je pense aussi. Pour les intégrer dans un ensemble harmonieux, où chacun a sa place et où tout le monde est indispensable. C'est ce que j'essaie de dire assez souvent, en fait, c'est que dans les sociétés qu'on dit païennes, caricaturalement, ils ne pensent pas en matière pyramidale, mais en matière, tu sais, c'est un cercle où tout le monde doit trouver sa place et au centre, il y a le roi. J'aime bien mon idée de bâton, de mise en faisceau, tu vois, de mise en faisceau. Voilà. Et si tu en enlèves un, tout tombe. S'il y en a un qui est trop lourd, aujourd'hui, par exemple, typiquement, nous vivons dans un monde qui est dictature de 3e fonction. Complètement. Et qui est tellement avide et stupide qu'elle s'en prend maintenant aux paysans. Qui sont là sur la base. Enfin bon, c'est aberrant. C'est absurde, c'est complètement absurde. Mais si tu veux, c'est là où on voit la différence de façon de penser dans l'organisation de la société. Parce que là, tu cites ça. En fait, ce qu'on voit bien, c'est que chez les anciens païens, comme tu l'as bien expliqué, tout le monde est important, même si on n'a pas tous la même place. Et à la fin, on peut avoir des considérations plus ou moins nobles pour les différents boulots des uns des autres. À la fin, on a tous besoin de tout le monde. Et s'il y en a un qui ne bosse pas, ça fout tout en l'air.
Alors que dans notre monde à nous aujourd'hui, c'est très pyramidal, c'est vraiment une hiérarchie de dominance en fait. Il n'y a pas de relation entre les différentes castes. Oui, il y a un rapport dominé-dominant. Dominé-dominant, alors qu'il n'y a pas de. On ne cherche pas à mettre tout en réseau, quoi. Sur le coup, les gens qui me connaissent vont peut-être être épatés, mais sur le coup, j'aime bien récupérer le vocabulaire des anciens communistes que moi j'ai connus quand j'étais gamin et qui parlaient du terme d'oppresseur et d'oppressé. C'est des trucs que la gauche, c'est vrai en même temps. Tout ce vocabulaire-là, la gauche ne l'utilise plus, curieusement, alors qu'on est de plus en plus dedans. Et on est vraiment, effectivement, dans un rapport de force qui est d'une brutalité. Alors, c'est pas la brutalité des anciens où ça se faisait sans hypocrisie. Là, c'est le truc, c'est je t'écrase, je vais te réduire à la pauvreté, je vais tout te prendre, je vais te pousser au suicide. Regardez ce qui arrive aux paysans, regardez ce qui arrive aux policiers, regardez ce qui arrive aux professeurs. C'est les 3 professions où il y a le plus de suicides au boulot. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi c'est ton bien. Ouais. Voilà. C'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est clairement la classe productive de la société qui se révolte parce qu'elle n'en peut plus. C'est-à-dire que même aller travailler lui coûte plus cher que ce qu'elle gagne. On est là. Eh bien, non, tais-toi, sinon je t'éclate un bout. Ouais, mais tu vois, quelque part, moi, si tu veux, je mets ça sur le fait que, pour moi, on n'est plus dans une organisation qu'on va dire traditionnelle, tu sais, au sens de Guénon, par exemple. On est dans, tu vois ce que je veux dire par là, on est complètement dans une société, pour moi, on est dirigé par la pègre, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'on a eu... C'est une mafia oligarchique. Ouais, complètement. C'est-à-dire que tu vois bien que Bon, la Révolution française, c'est quoi? En gros, c'est les marchands bourgeois qui se révoltent, un petit peu comme on expliquait tout à l'heure, et qui arrivent à renverser la noblesse et qui prend le pouvoir. Donc, on change de régime, quoi. Mais en fait, à l'intérieur de cette classe bourgeoise marchande, il y a toujours la pègre qui traîne, parce que là où il y a le pognon, il y a la pègre, tu vois. Oui. Et la fin de la fin, c'est que même cette classe bourgeoise se fait renverser par la mafia qui prend en fait le truc dans les mains et qui fait son petit paradis esclavagiste comme on le voit aujourd'hui. De toute façon. Où il y a interpénétration. Je veux dire, l'histoire de la politique américaine, c'est ça. Oui, complètement. C'est au bout d'un moment, entre les familles mafieuses traditionnelles et la politique, ils sont mariés les uns avec les autres et finalement, voilà quoi. Et c'est comme ça que ça se renverse à la fin. Et c'est ce qui amène la fin de cycle. Alors, c'est ce que Platon appelle la tyrannie, c'est quand tu as des espèces de cinglés qui sont des mafieux. Voilà. Et on revient sur le rapport à la liberté et qu'est-ce que la liberté implique. Exactement. Individuellement et collectivement. Enfin, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Il y avait un point aussi que je voulais préciser avant de répondre aux questions. Vas-y. Par souci d'honnêteté, c'est que, comment exprimer ça, je suis que moi-même, tout ce que je vais dire ne m'engage que moi. J'ai pas la parole d'évangile, je suis pas un psy, je suis pas un curé dans le sens, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je ne fais pas je n'ai pas de leçon de morale à donner. Tout ce que je peux faire, c'est, je m'estime un homme de bien, même si, comme disent les Américains, I'm no angel, j'ai fait mon lot d'erreurs et parfois des lourdes. Mais on est humain, quoi. Ouais. Mais j'essaie autour de moi, à portée de mon bras, d'aider à aller, à faire que ce monde aille mieux. C'est pas toujours facile. Puis même avec ça, on peut faire des erreurs. Et c'est là que je veux en venir, c'est que si on pose des questions qui peuvent, on peut parler des questions de sexualité, par exemple. Parce que je réfléchis depuis un moment de ça. Par exemple, il peut y avoir quelqu'un, par exemple, quel doit être notre rapport à l'homosexualité, par exemple, parce qu'il y a des homosexuels. Voilà. Et s'ils portent le marteau-tort, est-ce que c'est compatible? On sait qu'il y a des religions qui sont, il y en a qui s'en foutent totalement et il y en a qui sont super durs avec ça. Donc, nous, par exemple, voilà. Et tout ça pour dire que si la question arrive et ce genre de choses qui peuvent être intimes arrivent, je ne suis pas juge, je suis pas un père à la morale, voilà. Tout ce que je peux faire, c'est inciter à la réflexion et en tentant d'être bienveillant et de parler honnêtement, etc. Et qu'après, c'est à tout le monde de se faire une opinion et de ne pas prendre sur parole ce que je dis. Enfin, de ne pas prendre sur parole ce que je dis, de la critiquer, voilà. Et et tout le monde est parfaitement en droit de dire que il raconte n'importe quoi finalement. Je ne suis pas d'accord ou quoi que ce soit, voilà. Donc c'est juste pour dire ça, c'est que je n'ai pas plus d'autorité qu'un autre
pour donner des leçons de morale, d'éthique, etc. On est là pour en parler. Et moi, je suis juste là pour donner des directions. Voilà. Ouais, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Bah, je pense que c'était. Enfin, on entend bien qu'on fonctionne comme ça sur la chaîne. Après, ça va bien en le disant, comme on dit. Ouais, ça va bien en le disant, ouais. Il y a une notion, en fait, que j'aimerais que tu éclaircisses un peu, que tu développes un peu avant qu'on aille vers les questions. C'est la place de l'honneur dans la société ancienne. Qu'est-ce que ça veut dire, l'honneur, pour les anciens nordiques? Alors là, c'est super intéressant parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et donc là, la question de l'honneur dans toute la réflexion qu'on va avoir, tout ce qu'on va aborder, tout doit être, à mon sens, encore une fois, mais pour moi, pour moi c'est une vérité première, tout doit être mis sous l'éclairage de la question de l'honneur. L'honneur, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, l'honneur, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Voilà. C'est un ensemble de règles qu'on s'impose pour s'imposer d'être meilleur que ce qu'on est naturellement. Voilà, ça, on s'oblige à se tirer vers le haut. Et l'honneur, dans le monde ancien, c'est non seulement ça, non seulement une éthique, sur le coup, une éthique de vie, mais ça a lieu aussi à sa propre sacralité. C'est-à-dire que chaque homme a sa part de divin, chaque homme a sa relation personnelle au divin. Certains le sentent, certains ne le sentent pas. Certains vont rester athées toute leur vie parce qu'ils n'en comprennent pas l'intérêt. D'autres vont devenir Mère Teresa, voilà, ou Sainte Thérèse d'Avila. Bon, c'est pas dans notre religion, mais pour dire que le rapport au divin est toujours très personnel. Et chez les anciens, comment dire, déchoir à son honneur, c'est déchoir à sa propre sacralité. C'est déchoir à ce qu'il fait de toi, non seulement un humain, mais plus qu'un humain. J'ai du mal à exprimer là-dessus. Mais... Je vois ce que tu veux dire. C'est ce qui fait que l'homme se sublime lui-même, quelque part. Et c'est aussi ça, parce que rien n'est totalement bon et rien n'est totalement mauvais. C'est aussi cet honneur-là qui est poussé à son paroxysme dans ces sociétés-là, qui fait qu'on ne supporte pas la moindre atteinte à ça. Et c'est ce qui fait que cette civilisation est hyper violente. Tu tues mon frère, tu tues mon sang, c'est mon honneur et l'honneur de ma famille et de mon clan, donc c'est encore pire quand tu touches, et ça doit se régler dans le sang. Et là, tu entames un cycle de violence qui est phénoménal. Et il faut beaucoup de temps pour que, par exemple, le principe du Vergel, c'est-à-dire que tu tues mon frère, j'ai le devoir sacré, l'honneur de me venger de toi, puisque tu as tué mon frère. Et en fait, il a fallu des siècles pour que les sociétés germaniques, et on y arrive à l'époque viking, notamment en Islande, plutôt que proposent une alternative à la violence, c'est-à-dire au meurtre, avec le Vergel. C'est-à-dire que plutôt que je te tue, tu me donnes une compensation en or pour le prix de mon frère. Et le but du jeu, c'est d'essayer de briser le cycle de la violence. Alors ça, c'est le problème du tribalisme, ça, de toute façon. C'est ça, voilà. Et c'est pour ça que je disais qu'on n'aurait pas aimé vivre dans ces sociétés-là. Ah bah à ce niveau-là, non. Voilà, tu vois, il y a plein de trucs qui nous auraient déplu, qui nous auraient fait germer. Comment dire et donc voilà, c'était des sociétés qui étaient extrêmement tatillonnes sur leur honneur, d'où la violence inhérente qui en découle. Aujourd'hui, alors, il est évident que tout Arman doit avoir son code de l'honneur. Basé sur les anciens, on en parlera. Moi, je vais donner justement des pistes, etc. Qui ne sera pas le code de l'honneur des anciens, parce que ça nous obligerait à des comportements qui nous emmèneront tôle. Il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, ça ne serait pas toléré. Mais ce fait-là, cette connaissance du sens de l'honneur chez les anciens, fait que nous devons nous en inspirer dans ce que l'honneur offre de mieux. Et c'est justement, on retombe sur le début de cette conversation, c'est en suivant ces codes d'honneur qu'on va rester des hommes de bien, qu'on va rester des hommes droits et qu'on va éviter de perdre la boule dans un monde qui fait n'importe quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça nous impose respecter le vivant, respecter. Ça peut être tout un truc qu'on peut mettre par écrit et se mettre d'accord sur certains trucs, mais ça peut être aussi personnel. Mais il faut que ça aille dans le sens du bien, évidemment. Il y a justement, définis le bien comme c'est entendu dans ces sociétés-là. Très schématiquement, eh bien,
ce qui est bien pour moi, ce qui est bien pour ma famille, ce qui est bien pour mon peuple. Ce qui est pas bon, le mal, c'est ce qui est pas bon pour moi, ce qui est pas bon pour ma famille, ce qui est pas bon pour mon peuple. Voilà. L'ennemi nous attaque, c'est le mal. Terminé. Et comme je disais, voilà, ça se termine comment? Si j'ai la victoire, eh bien, on passe tous les guerriers au fil de l'épée, s'il n'est pas repoussé, quoi. Si on massacre tout ce qu'on veut, on pille ses maisons, on crame tout, on prend les jeunes femmes, et puis voilà, et on se distribue ça comme esclaves, etc. Ça, c'est le bien. Pourquoi? Parce que c'est les intérêts des miens qui passent en premier. Alors, ce que je dis là, c'est caricatural, c'est évidemment plus subtil que ça. Les gens préféraient la paix à la guerre, en général. Tout ça se débat à l'Assemblée, dans les assemblées de libre, et on essaie toujours de trouver des voilà. Mais en dernière analyse, il n'y a pas un bien suprême opposé à un mal suprême. Tout est dans les nuances de gris. Et même de rouge, parce que souvent, ça se termine dans le sang. Ah ouais, c'est ça. Mais ça, moi, c'est ce que j'apprécie dans ces logiques-là. C'est-à-dire que effectivement, on n'est pas sur un manichéisme radical, tu vois. Ah non. On est sur toujours, on a conscience du bien, on a conscience du mal, on a conscience de tout le nuancier qui sépare ces deux extrêmes, et que du coup, c'est là où il y a le rôle des sages pour voilà. Les sages explorent les questions pour savoir quelle est la réponse la plus adaptée, la position la plus adaptée, quoi. De toute façon, si vous voulez découvrir la base de la base et le minimum du minimum, si vous voulez comprendre ces mentalités-là et vous en inspirer, c'est encore une fois, c'est ça. C'est le Havamal. Ouais. Il n'y a que du bon sens là-dedans. Il n'y a rien qu'un homme de bien ne puisse condamner. Voilà. Il y avait un autre texte que tu m'avais montré. Alors, tu nous as. Oui, alors Leda, forcément, tu l'as montré. Havamal, tu l'as montré. Mais il y a un autre texte, je crois que c'est. Ah merde, je l'ai plus en tête. C'est ça, le Manus Mal. Ouais, Manus Mal, voilà. Pourquoi tu l'avais sorti celui-là? En fait, c'est parce que c'est au cas où on aborde la question de la politique, du rapport de Lazatou et politique. Est-ce que Lazatou est de gauche? Est-ce que Lazatou est d'extrême gauche? Est-ce que Lazatou est de droite? Est-il d'extrême droite? Peut-il Parce qu'il y a des gens qui ont. En fait, c'est un milieu où il y a des gens de toutes ces sensibilités qui sont présents. Et en gros, qui a raison? Est-ce que quelqu'un a raison? Est-ce que c'est pertinent dans un sens ou dans l'autre, etc. Et ça, c'est tout un sujet en soi que je pense pouvoir développer en fonction des questions. Est-ce que tu veux qu'on se le réserve pour une autre vidéo? Parce que là, on va pouvoir tout doucement prendre les questions. Moi, je vais défendre un truc qui va contrarier tous les gens, tous les universalistes et tous les gens un peu de gauche. C'est que ils sont très faciles à contrarier aujourd'hui, tu me diras. Hein. Oui, de toute façon, c'est des offenses professionnelles, donc je sais très bien que, allons-y. En fait, je défends l'idée que, pour moi, c'est une évidence que, en dehors du christianisme et de l'islam, peut-être le zoroastrisme, et encore, ils ont laissé tomber dessus, c'est-à-dire, toutes les religions ne sont pas universalistes, et par conséquent, elles sont nationales, voire ethniques. Tu vois là où je veux dire. Tu vois là où il y a déjà des gens qui vont être offensés. Par exemple, alors juste avant que tu développes, je vais même rajouter un truc. Le christianisme, à la base, quand il s'institue en tant que pouvoir politique et qui fonde la civilisation, il n'est pas universaliste du tout. Hein. L'universalisme, il arrive dans la Renaissance, en fait. Oui. En même temps, catholicon en grec, ça ne veut pas dire universel ou un truc comme ça. Ouais, dans le message spirituel, se veut être universel. Mais le fonctionnement de la société chrétienne, c'est pas universaliste du tout. Hein. Ouais. C'est très ethnocentré, en fait. Hein. J'étais persuadé jusqu'il y a peu que c'était saint Augustin qui avait établi ça, mais en fait, c'est saint Paul dans l'Épître aux Galates qui disait que, en gros, tous les hommes sont égaux au regard de Dieu. C'est ça la base de l'universalisme. Tous les gens ça c'est vrai. Gauche, etc., ils tiennent de ça. Gauche, c'est quoi? C'est un chrétien qui s'est fâché avec Dieu. C'est ça, en gros, ouais. C'est ça. Tous les hommes sont égaux. Bah, comme tu es fâché avec Dieu, tu oublies au regard de Dieu, mais en fait, c'est la même chose. Voilà. Et en fait, dans Lazatou, pour moi, est une religion ethnique, tout comme les judaïsmes. Tout comme par exemple, le shintoïsme. Je veux dire, voilà, on est shinto parce qu'on est les fils de la déesse Amaterasu, etc. Alors déjà, il y a des gens pour ça. Et en fait, c'est un truc théologique que je démontre là-dedans,
dans le manuscrit, donc c'est les origines mythologiques des Germains, Mhm. où effectivement les mythes qui parlent de la création de l'humanité par les dieux, en fait, on parle spécifiquement de la création des Germains. Mhm. Les autres peuples ont leur propre dieu créateur. Mhm. Voilà. Et ce qui fait que, et de toute façon, dans l'histoire et dans la mythologie, par exemple, les familles royales germaniques descendent des dieux. Mhm. Elles descendent des dieux germains. Ouais. Les dieux germains. Voilà, tu vois le rapport à la religion et l'ethnicité. Mais en même temps, parce que là, c'est là que je te dis que je vais décevoir les gens de gauche. Et je t'avais dit aussi que j'allais décevoir les gens d'extrême droite. Parce que il m'est venu il y a quelques années de ça, je voyais sur un magazine, il y avait un Kindred. Alors, Kindred, c'est les communautés Azatu aux États-Unis, en Amérique du Nord. Ouais. Alors, clairement, c'était des gens de gauche, voire d'extrême gauche. Et ils avaient élu comme Gauzy un gars qui était un Afro-Américain. Ok. Bon, il ne faisait pas de doute qu'il avait élu rien que pour ça. Tu vois, c'est bon. Très à la mode chez eux, ça. Très à la mode chez eux, voilà. Et ils se sont dit, regardez, nous on est super fiers, on a un noir comme Gauzy, etc. Comme quoi, voilà, Thor, il n'est pas contre, etc. Et au début, je me suis dit, mais c'est abusé, quoi. Je réfléchis parce que il faut un peu de temps. Mais attends, finalement, ce gars-là, ce Gauzy-là, cet Afro-Américain, je ne le connais pas. Et surtout, je ne connais pas ses antécédents, je ne connais pas ses antécédents, je ne connais pas sa famille, je ne connais pas ses ancêtres. Qui dit qu'il n'a pas du Saint-Germain dans les veines? On ne sait pas. Mais on ne sait pas. Ça se trouve, ses ancêtres est un Scandinave pur jus, et c'est par ça que les dieux lui parlent. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu pars du principe que, oui, l'Azatu est une religion ethnique, et donc c'est réservé aux Blancs nordiques. Mais petit rappel, hein, des Germains, il y en a dans toute l'Europe. Hein. La Lombardie en Italie, c'est le peuple des Lombards. Les Visigoths sont installés en Espagne, ainsi que des Suèves et des Vandales. Des Germains, on en trouve aussi en Afrique du Nord, Kabylie, etc. Il y a eu des clans de Francs qui ont été installés en plein cœur de la Galatie, c'est-à-dire la Turquie. Des Germains, on en trouve partout. Et donc, bah, on peut affirmer sans problème que l'Azatu est une religion ethnique, mais sur le coup, elle n'est pas si raciale que ça. Non, c'est sûr. J'ai connu, je comprends. J'ai connu un gars c'était un Espagnol. Il avait une tête d'Espagnol ostentatoire, quoi, je dirais. Et pourtant, il venait d'une région qui avait un très fort peuplement celtique à l'origine, et ce mec-là ne jurait que par la culture celtique. Et d'où ça lui vient? Ça peut lui venir par le sang. Qu'est-ce qu'il en pense, moi? Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'il y aurait même des travaux scientifiques à mettre en évidence pour expliquer ça. Ah, tiens. Non, vraiment, parce que... Je ne suis pas surpris. Ouais. Alors, c'est un truc qu'on avait déjà discuté avec Fred. Fred, il avait expliqué ça dans la version kabbaliste juive de la chose. Les sémites de l'époque avaient déjà pressenti un petit peu ces espèces de longues filiations qui se transforment au fur et à mesure du temps, parce que forcément, ça bouge, les peuples bougent, etc. Et aujourd'hui, la dérive génétique? Non, c'est pas une histoire de dérive génétique. On voit... Pardon? Culturelle, tu parles de l'évolution culturelle. Ouais, évolution culturelle. Et il y a certains travaux qui démontrent aussi qu'au niveau de la génétique, on porte en soi ses ancêtres dans les branches d'ADN, finalement, pour faire simple. Oui, évidemment. Et il y a vraiment un rapport on discute souvent d'un point de vue ésotérique, mais en fait, qui est de plus en plus biologique, finalement, qui peut se prouver même par là, qu'il y a vraiment un truc qui est inscrit au niveau des ancêtres à l'intérieur de l'ADN, en fait. C'est prouvé. Nous, Azatu Ramen, on est obligé de s'intéresser pour comprendre, pour renouer avec pour renouer à travers la césure chrétienne, pour renouer, remettre deux chaînons de maillage, ouais. On est obligé de s'intéresser à tout ce qui est linguistique, archéologique, etc. Et aujourd'hui, on a une nouvelle science qui est arrivée, qui se développe très bien et qui permet de confirmer ou d'infirmer certaines théories. Et maintenant, là où on avait les théories, on a des preuves. Ça s'appelle la paléogénétique. Ouais. C'est-à-dire qu'on en sait suffisamment sur la génétique pour prendre un bout de non-os ancien qui a 3000 ans, on décrypte l'ADN du gars, et là, on fait des filiations en disant, tiens, telle population descend de ce gars-là. Ouais. Voilà. Ouais, complètement. Ça, c'est un fait scientifique. Donc, effectivement, tu parles de continuité génétique. Évidemment, je veux dire, si on ressemble à nos ancêtres, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se transmet. Et effectivement, est-ce que
une certaine forme de mentalité, de psychologie inhérente. C'est encore plus compliqué, mais parce que les faits culturels peuvent changer les choses aussi. Quelque chose se transmet, c'est évident. Oui, c'est sûr. Et si on prend l'idée que les dieux ont créé les hommes, ben, ils ont créé ça. Ils ont créé pour que quelque chose se transmette. Alors attends, il y a juste un truc que je viens de voir dans le chat que je vais dégager. Initiation entéogène, dieu intérieur, expérience 1. Alors j'ai pas trop compris si c'est de la pub ou quoi, je laisse les modos gérer. Ok, on se tourne vers les questions. C'est parti. Allez, parce qu'il y en a une bonne pelletée, alors on n'aura peut-être pas de temps de répondre à tout le monde, mais en tout cas voilà. Alors attends, je remonte dans le chat et je vais te faire ressortir tout ça petit à petit. Alors évidemment, on évitera soigneusement les questions de Monsieur Fred McParty, hein, évidemment. Salut à toi, Fred. Salut à toi. Parce qu'on sait bien qu'il va. Hein, bon. Tiens, salut aussi à Olaf. Je sais qu'il me regarde. Il sait. Ouais. Ça marche. Nous. Trancavel, être de tradition Asatru, ok. Que penses-tu des Asatru américains et des Pagan North afro-américains? Ben, je viens d'en parler. Ça peut paraître étrange, mais ça me paraît moins. Alors, les Afro-Américains, même si aujourd'hui, j'ai appris ça il y a peu, la majorité de la population noire aux États-Unis n'est pas descendante des Afro-Américains issus de l'esclavage. D'accord. Il y a eu des vagues de migration venues de l'Afrique, et voilà. Mais alors, donc là, voilà. Qu'est-ce qu'on entend par Afro-Américain? Est-ce qu'on parle d'Afro-Américain, c'est-à-dire ce substrat de population issu de l'esclavage et qui s'est établi maintenant, ils sont libres, etc. Ces gens-là, ces Afro-Américains-là, méritent bien le terme parce que sur le coup, ils sont tous métis, à plus ou moins fort degré, et donc tous, a priori, peuvent avoir du sang germanique dans les veines, ou celtique, etc. Donc, il n'est pas forcément, c'est pas aberrant de penser que chez certains de ces individus-là, ça se réveille. En dépit des apparences, sur le coup. Bien sûr, ouais. En dépit des apparences. Maintenant, un Africain vivant en Amérique, tu vois la différence entre les deux populations? Complètement. Qui se mettrait à porter le marteau de Thor, pour moi, ça serait, on va dire, une contamination culturelle, un effet de mode. Ça me paraît moins logique. Ça me paraît tout aussi peu crédible et sérieux que une rasta blanche qui veut faire marabout au Sénégal. Ouais. Tu vois, moi, je ne comprendrais pas la démarche. Après, peut-être que j'ai tort, hein, comme je disais, j'ai pas le. Mais ouais, un marabout, si t'es pas sénégalais, ça me paraît pas crédible. Ça me paraît pas sérieux. Oui, il y a une différence entre ceux qui jouent à s'approprier une culture ou un truc pour se donner un genre, etc. Effectivement. Voilà, c'est l'appropriation culturelle, puisqu'ils ont mis ça, parlons-en, voilà. Exactement. D'une descendance réelle qui pourrait se mesurer justement. Alors tu sais, aujourd'hui, il y a cette espèce de truc, alors qui est interdit en France, évidemment, de toute façon. C'est MyHeritage. Tu connais ce truc-là? Oui. C'est interdit en France, ça. Alors, ça l'était pas, mais récemment, oui, parce qu'en fait, je crois que c'est alors, de mémoire, je vais peut-être me tromper, l'ordre des médecins a gueulé en disant oui, mais ça, c'est des trucs qui doivent être faits par des médecins ou dans les trucs, voilà, oui, ça appartient à la médecine. Donc, du coup, vous n'avez pas le droit de faire votre truc MyHeritage et de recevoir le résultat. C'est interdit. Il me semble que c'est un truc comme ça. Alors, là, si je peux me faire. Alors que moi, je trouve que c'est passionnant, ce truc-là. Hein. Oui, c'est passionnant, mais en même temps, l'ADN d'une personne, à qui appartient-il? Ah ben, ça. Si toi, tu veux à la République française. si moi, je veux savoir quels sont mes ascendants et que je veux connaître mon patrimoine génétique complet, etc., qui est plus légitime que ma pomme pour le demander, pour l'exiger? Voilà, donc l'ordre des médecins, je dis tu m'excuses, Pépère, mais retourne à Hippocrate. Hein. Mais là, justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, tu penses comme un ancien. Oui, ouais. Dans un monde qui te dit ah non, monsieur Rekirson, voyez-vous, l'ordre des médecins a statué, n'est-ce pas, lors d'une réunion, que bon, machin. Tu vois ce que veut dire? L'administration versus la suprématie de l'être, quoi, tu vois. Lors d'une réunion ou lors d'une planche? Oh, bah, peut-être les deux, va savoir. Mais comment dire non, moi là-dessus, pour moi, ils ont tort. Ils ont tort.
Bien À sûr qui qu'ils ont appartient tort. l'ADN d'une personne? Ouais. À qui appartient l'ADN d'un peuple, sinon au peuple en question? Voilà, c'est comme ton sang, c'est comme tes idées, c'est à toi. Voilà. Ouais, c'est Et vrai, si mais tu veux on savoir, est mais bien tu d'accord. es légitime, voilà. Alors, David, allez, les pieds dans le plat. Que pense Halfdan de l'odinisme d'Oleg? Ah bah oui, forcément. Oleg de Normandie. Bon, bah écoute, je sais pas, je te Alors, laisse répondre, ma foi. Mais bon, t'es oui, pas oui, obligé de, t'es pas pas obligé grand- de répondre, ça te fait chier, on répond pas. Hein. non, 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 je vais pas en dire grand-chose parce que moi, ma relation avec collègues, moi, en général, je me contente de raconter l'anecdote de la seule interaction que j'ai eue avec lui. Une fois, c'était sur Facebook, je vois passer une image de lui où il avait pris une photo, il était comme ça. Voilà. En commentaire, il avait dit oui, voilà, en gros, c'est la forme d'Odal. Non, c'est la rune d'Odin. La rune d'Odin. Donc, on reconnaît effectivement Odalaz, la rune Odalaz, et il disait, ouais, vous avez vu, c'est la rune d'Odin. Et moi, ça remonte à quelques années maintenant. Hein. Et on m'avait dit, ouais, tiens, tu devrais t'intéresser à lui, c'est un Normand, voilà, viking, etc. Et donc, je tournais un peu autour, je sais, mais, en me posant plein de questions. Et donc, j'avais bien compris aussi que le personnage Oleg, hein, anagramme de ego, l'ego, tu vois, voilà, l'apostrophe ego. J'avais vu ça chez lui. Et je dis, bon, allez, je fais un petit commentaire. Et je dis, juste simplement, j'ai dit, la rune d'Odal n'est pas la rune d'Odin. La rune d'Odin, c'est une autre rune, justement. Il me répond presque au taquet. Il me dit, ouais, un truc, c'est pas parce que tu as attrapé un pseudo-viking que ça te donne une légitimité, etc. Bon, ce qui est amusant parce que mon pseudo doit être plus vieux que lui, déjà. Et peu de temps. Et puis moi, j'étais en train de tourner autour. J'ai dit merde, parce que je voulais pas me fâcher, je voulais pas rentrer dans un truc comme ça, quoi. Et je sais pas, 10 minutes plus tard, il a dû aller fouiller, regarder un peu qui j'étais, et 10 minutes plus tard, il m'a bloqué. Bon, Voilà. bah voilà. Ça en dit long. Ouais, Ouais, voilà. ouais, ouais. Euh, Bon, en général, c'est quand ça va pas dans son sens, quoi. il a le droit de penser ce qu'il veut, il a le droit de. Voilà, c'est bon. Moi, je sais pas. Bon, je me doutais que la question allait tomber parce que forcément, Oui, bah oui, bah oui. Ouais. tu fais partie de cet environnement où il traîne, quoi, on va dire. Donc voilà, quoi. Bah ouais, il est en marge, mais dans le milieu, il n'est pas spécialement populaire. Et en fait, en général, les gens que je connais s'en occupent pas. Bah, de toute façon, il n'est pas sérieux, donc on Moi, peut j'ai vu des pas. chaînes où il a été débunké sur presque tout, et voilà, quoi. Oh, Donc, ouais. mais moi, j'avoue que je ne me suis pas intéressé plus que ça. Oh, ouais. Alors, Spartacus, il nous dit l'Assatrou est réputé pour être plus politique qu'un vrai système ésotérique. Est-ce donc vrai que l'Assatrou est politiquement marqué, très à l'extrême droite? Je dirais non et oui. Et j'ai pas dit oui et non. Je dirais non et oui. Il est vrai que. Une vraie réponse de Normand. Non, parce que c'est une vraie question. C'est une vraie question qui mérite, Ouais. une réponse honnête. Contrairement à tout ce qui est monde celte ou romano-gréco-romain, par exemple, nous, on a subi, on a hérité, on va dire, des contre-coups de la Seconde Guerre mondiale, Ouais. du national-socialisme. Mm. Alors, le national-socialisme, c'est une idéologie qui se fonde sur le coup racial, voilà, puisqu'on parlait, et qui, en gros, si je prends un peu leur vocabulaire, pour sauver l'Allemagne et le monde germanique, s'est fait une réappropriation de ses propres sources. Et donc, évidemment, de l'héritage, de l'histoire, etc. Ce qui est légitime, c'est normal. Encore une fois, c'était des Allemands qui s'intéressent à leur passé et qui s'intéressent aux dieux de. Voilà. Ils s'en sont servis, effectivement, idéologiquement, avec le résultat qu'on connaît. Et nous, on hérite de ça. Il est vrai que après-guerre, il y a eu une césure, et pendant que je te raconte pas que je raconte pas d'idiotie, de 45 à peu près 80, plus ou moins, le plus gros des gens qui portaient le marteau Thor, c'était soit des anciens de ces temps-là, soit des gens nouveaux qui traînaient autour de ce truc-là. Ouais. Mais pas que. Il y a toujours eu des gens qui portaient le marteau Thor avant, pendant et après, qui n'ont jamais eu rapport avec ça. Bon.
Dans les années 70, on a vu arriver par les milieux d'extrême gauche, enfin, pas on va dire des milieux de gauche, mais plutôt issus de la frange hippie, des gens qui avaient, par exemple, dans les années 60-70, les plus gros lecteurs de Tolkien, et les dieux savent que Tolkien a fait beaucoup pour Azathu, pour un catholique pratiquant. C'était ces gens-là qui partaient avec le Seigneur des Anneaux dans la poche pour aller à Katmandou. Ouais. Vraiment. Donc, c'est des gens qui étaient en quête de spiritualité, voilà. Beaucoup sont allés en Inde et beaucoup ont redécouvert leur propre héritage spirituel et religieux via Tolkien, et donc ils sont tombés sur l'Azathu. Ouais. Et donc, on a l'émergence, en fait, de ce nouveau courant-là, issu d'une gauche hippie, plus ou moins, voilà, qu'on a vu notamment dans le régionalisme, dans le Cotentin, dans les années 70 et 80. Et dans 80, j'en ai côtoyé beaucoup de cette époque-là. C'était un peu les pendants normands des régionalistes bretons. Ok, ouais, je vois. Voilà, sauf qu'au lieu de faire des bagades et d'aller à la Brocéliande, eux, ils allaient au château de Pirou et c'était les Vikings, etc. Ouais. Et ces deux communautés-là, curieusement, et contrairement à ce qu'on aurait pu croire, se sont côtoyés, se sont entendus sur le fondamental, c'est-à-dire qu'ils ont laissé tomber de côté le militantisme politique, etc. Chacun savait ce qu'il pense, ce pourquoi voter l'autre, mais ils se sont entendus, ça c'est un truc qui est très, très spécifique à la Normandie, ils se sont entendus pour défendre la culture normande, la culture viking, l'Azathu, etc. C'est d'abord un mouvement régionaliste culturel. Donné par exemple le mouvement normand, qui a toujours été classé pourtant à l'extrême droite par la gauche, qui a du mal à comprendre ce genre de truc. Ouais. Et donc, dans l'Azathu, moi, de ce que j'ai vu ça de l'intérieur, j'ai vu cette évolution de l'intérieur, il y avait des gens, il y avait des différences, il y avait des sensibilités extrêmes, d'extrême, de ce qu'on appelle l'extrême droite ou d'extrême gauche, mais ça n'a jamais été militant. Ça n'a jamais été militant comme ça a pu l'être en Amérique, par exemple. Ouais, aux États-Unis, il y a vraiment un truc assez fort. Comme ça l'a été en Allemagne pendant la guerre. Ouais. Tu vois, ça n'a jamais été militant. Et aujourd'hui, quoi qu'on pense de ça, toute personne qui porte le marteau de Thor aujourd'hui doit quelque chose à ces gens-là. Si, franchement. Parce que c'est eux qui ont maintenu la flamme. C'est eux qui ont permis que, en dépit de ce qui s'est passé, en dépit de l'opprobre de la Seconde Guerre mondiale, ça puisse repartir. Voilà. Ils ont maintenu cette flamme-là, ils l'ont transmise curieusement à des gens qui étaient plutôt du bord politique opposé. Et ces deux se sont mis d'accord pour un combat culturel, parce qu'à l'époque, la grosse différence, il faut avoir connu ce monde-là, mais moi j'ai grandi dans un monde où le monde était séparé en deux. Il y avait l'Ouest et l'Est, il y avait le mur de Berlin qui coupait l'Europe, et en gros, culturellement, nous on avait la menace de l'américanisation, qui menaçait la culture européenne, qui d'ailleurs a quasiment gagné aujourd'hui. Qui a quasiment gagné, ouais, ce que j'allais dire, ouais. Et la soviétisation. Et les deux étaient nos ennemis. Les deux étaient les ennemis de toutes les cultures traditionnelles européennes, parce que après le nazisme et l'Azathu, le celtisme était soupçonné de même velléité. Voilà, dès qu'on commençait à se dire que je suis fier d'être romain, je suis fier d'être grec et tout, ça s'enfoufre. J'entends Adolf Hitler. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça, ouais. Il y a encore des gens qui sont comme ça. Et en définitive, ça n'a jamais réellement été le cas, même s'il y a eu des gens, effectivement, d'extrême droite, et qu'il y en a toujours des gens d'extrême droite qui portent le marteau de Thor. Et il y a aussi des gens d'extrême gauche qui portent le marteau de Thor. C'est pas eux qui ont la plus grosse influence. Mais c'est marrant parce que dans ce que tu dis, il y a. Pardon, vas-y. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce qu'eux ont maintenu cette femme contre vents et marées. Et les dieux savent que des vents et marées, il y en a eu. Parce que moi, j'en ai vu quelques-unes, on en a pris des tombeaux de merde. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est marrant dans l'affaire, c'est qu'à la base, si on plonge vraiment dans la pensée des anciens, comme on est en train de l'expliquer, déjà, il n'y a pas de clivage gauche-droite, ça n'existe pas. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc déjà, penser à sa trou ou même ces vieilles traditions depuis un truc de droite ou un truc de gauche, ça n'a déjà aucun sens en fait. Déjà, il y a un truc qu'il faut bien prendre en compte. Ça va peut-être plus heurter les gens de sensibilité de gauche que ceux de droite. Mais d'abord, il faut savoir que les sociétés anciennes, des sociétés anciennes, c'était toutes, on en a parlé, c'était des sociétés esclavagistes. La hiérarchisation sociale est extrême. À l'autre opposé, on a des dynasties royales d'origine divine. On a des dieux on a des rois de droit divin. Voilà. Comment toi,
que tu sois communiste, anarchiste, ou que tu sois national-socialiste, j'insiste bien sur le socialiste, hein, parce que c'est entre les deux, hein, ok. Comment tu concilies ces deux trucs-là? Ouais, j'entends bien. Une société de droit divin, avec une monarchie de droit divin, qui a des esclaves, une hiérarchisation, etc. Tout est extrêmement inégalitaire. Voilà, donc quand tu es côté de gauche ou côté de droite, comment tu concilies ça? C'est pour ça que je te dis, c'est ce qui me... Voilà. Azatou ancien est-il de gauche? Non. Est-il de droite? Pas plus. C'est ça. Voilà. Bon, ben voilà, on a répondu à la question. Alors attends, est-ce que tu en as d'autres, hein, t'inquiète pas. Hein. Mais c'était intéressant. Si, je rebondis juste. Tout le monde, sur le coup. J'espère avoir offensé tout le monde. Les gens de gauche, les extrêmes gauche, comme ouais, mais aujourd'hui, il faut tout redéfinir. Il faut repartir. Mais c'est en train, tu sais, ce que tu dis, c'est intéressant. J'extrapole un peu. Mais pour moi, ce qu'on appelle le clivage gauche-droite, en fait, il a disparu. C'est dépassé. C'est dépassé. C'est complètement dépassé aujourd'hui. Ouais. Ce qu'on voit, par contre, c'est des partisans d'un mondialisme effréné, tu vois, versus un souverainisme, machin, tu vois. Voilà, c'est ça. Tu as les gens qui sont le mondialisme techno-dirigé, qui va tout gérer et qui, si tu as l'intelligence artificielle, qu'est-ce que tu fais de l'intelligence naturelle? Tu la fous au rebut, voilà, c'est ça. La tradition contre la dérive du modernisme. Bon. Ah, mais c'est ça. Hein, mais c'est pour ça qu'il y a les résurgences, comme ils disent aujourd'hui, identitaires, au sens comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le besoin de souveraineté naturelle qui revient, avec toutes les racines qui réémergent, et c'est pour ça que les gens cherchent ces identités dans notre culture, dans notre truc. Je pense que les gens soient, d'où qu'ils viennent d'extrême gauche, d'extrême droite, et de tout ce qui est au milieu, en bas et en haut, on a tous en commun, et c'est le seul truc qui compte, et qui devrait nous unir et nous mettre d'accord, c'est qu'on cherche un sens, et même un bon sens. Quelle est notre place dans ce monde nouveau qu'on est en train de détruire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Comment, quel nouveau paradigme, quelle nouvelle éthique, puisque c'est le sujet du truc, doit-on suivre pour mieux vivre, en gros, cette fin du monde et refaire démarrer le cycle suivant? Mais pour répondre, ouais, je continue un petit peu la discussion là-dessus, parce que ça, c'est un point important. Je rafficherai la question après, parce que dans ce que tu dis là, moi, je souscris à 100% à ça, mais je pense qu'il y a un piège. Et c'est là où je trouve intéressant tout ce que tu as proposé avec les sources et la manière de penser d'anciens. C'est que le piège, c'est soit on repart sur une nouvelle idéologie qui va nous proposer, alors quand je dis une idéologie, au sens politique, comme on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire un système fermé de pensée, inventé par des mecs dans des think tanks obscurs, dans je sais pas quel conseil ou quelle loge ou mon cul, tu vois. Donc, suspect. Donc on est d'accord. Coupable. Parce que quand tu crées, voilà. On est d'accord là-dessus, tu vois. Soit on repart là-dedans et donc il y a une nouvelle façon on va nous servir une nouvelle soupe avec ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire, pas faire, machin. Ou avec la guerre au bout, hein. À chaque fois c'est comme ça que ça se termine. À chaque fois c'est pareil. Ou alors on revient justement sur un socle qui est celui de nos ancêtres, c'est-à-dire un socle naturel. C'est-à-dire qu'on est face à la réalité, on est pragmatique, on connaît la nature des hommes, on connaît la nature du monde et on prend des positions en conséquence. L'anthropologie. Voilà. Oui, l'erreur de toutes ces idéologies, peut-être du christianisme, mais je ne suis pas certain de ça, mais par exemple… En partie, si. Le christianisme, à un moment donné, a déraillé là-dedans. L'erreur commune du communisme et du national-socialisme, c'est de partir, c'est de vouloir créer un homme nouveau. Ça ne se fait pas. Enfin, ça se fait pas d'un point de vue moral, c'est techniquement infaisable. Pourquoi? Infaisable, ouais. Il faut partir de l'anthropologie, il faut prendre l'homme tel qu'il est, avec son meilleur et le pire. L'homme est une créature à la base égoïste, c'est normal, c'est une déclinaison de son instinct de survie. On a instinctivement, on pense d'abord à notre propre survie, donc à notre propre gueule, et il n'y a que la civilisation, donc déjà on s'élève, qui nous impose de prendre soin des autres pour survivre collectivement. Ouais, déjà, bien sûr. C'est ça. Et si on oublie ça, si on oublie que l'homme peut être une parfaite saloperie à l'occasion, on l'a vu avec les comportements des uns et des autres avec la crise Covid. Hein. Si tu veux savoir comment tu serais comporté pendant l'occupation. Ah bah on a eu un exemple direct là. Avec le Covid, bah voilà, tu sais. Maintenant tu sais. Ouais.
Ouais. Donc voilà. Et si on n'oublie pas ces réalités-là, si on n'oublie pas que les hommes voient le monde de telle manière, les femmes voient le monde de l'autre manière, on n'a pas les mêmes impératifs et tout, mais qu'il faut qu'on se rencontre pour voilà, etc. Si tu perds ça de vue, tu vas forcément à la catastrophe. Je suis d'accord. L'homme nouveau germanique nazi n'existe pas, il ne peut pas exister. L'homo soviéticus ne peut pas exister non plus. Oui, mais l'homme nouveau des Lumières aussi ne peut pas exister, tu vois, c'est la même chose. L'homme, dans toute sa disparité, effectivement, l'homme européen, c'est l'homme européen, l'homme africain, c'est l'homme africain. Il faut voir ces réalités-là. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas à comparer, à mettre, voilà. On est comme on est, et il faut partir de cette réalité-là, clairement, en voyant le bon et le moins bon, pour construire quelque chose, pour avoir des fondations saines. Ouais, je suis d'accord avec ça. Alors, Trancavel encore, pour Alfdan et un peu pour Guillaume. Ok, connais-tu les gens d'Operation Werewolf issus des USA, Pagan North, Barbaric Rights? Ça te dit quelque chose, ça? Je ne connais pas. Mais ça ne m'étonne pas, parce que c'est assez récent, donc c'est... Oh, je t'enverrai des trucs. Tu me diras ce que tu en penses. Je t'enverrai des trucs. Oui, ok, c'est madame qui rentre. Ça marche. Alors, attends, une autre question. Alors, ça, on a déjà répondu, Oleg. Bon, on va pas faire Oleg toute la journée. Hein. Ouais, non, j'en ai pas plus à dire. Alors, Fantax, bonsoir. Bonsoir, Fantax. Quelles sont les différences entre la culture Asatru et la culture gauloise? La même différence qu'il y a entre les Germains et les Celtes. Bah oui. Et la même différence qu'il y a entre les Germains anciens et les Celtes anciens, et les Germains anciens avec les Germains actuels, les Celtes anciens avec les Celtes. Le problème, c'est que la question, on peut la prendre dans tous les sens. Et quelles sont les différences? Je ne peux pas répondre à cette question. C'est trop vaste. Là, il faut repartir dans les bouquins d'histoire des uns et des autres et comparer les religions. Faire du comparatisme religieux. Georges Dumézil. Ouais. Voilà, si tu veux, Fantax, ouais. Lire Jean Dumézil, Jean Audry, qui est son héritier, et qui parle donc justement de l'héritage indo-européen de toutes ces cultures. Tu verras les différences, mais tu verras aussi le tronc commun, là, en fait, qu'on appartient à la même famille. C'est ça, en fait, c'est ce que j'allais dire. Il y a des différences automatiquement, parce qu'il y en a toujours entre les clans, et puis à différents moments de l'histoire, tout ça bouge, etc. Mais il y a un fond commun, je veux dire, ça reste indo-européen, tout ça. On retrouve la tripartition, on retrouve pratiquement les mêmes dieux avec les mêmes fonctions, on retrouve des fêtes et des rites qui sont très similaires. Ouais. Tiens, attends, je vais te montrer un truc. Pour te montrer à quel point le sujet est vaste, je vais chercher ça. Vas-y. C'est pas loin. Regardez, un bouquin. Alors là, tiens. Avec le titre, c'est déjà tout un... Alors, bouge plus. Druide celtique et brahman indien. Ah bah oui. On montrait les rapports. Donc, c'est les rapports entre les textes religieux qu'on a relevés au Pays de Galles, par exemple, au début du Moyen-Âge, et qui nous viennent directement de la tradition druidique, et les compare avec des textes des Védas. C'est des textes dont les racines remontent à 5000 ans. C'est une tradition orale sans discontinuer en Inde, qui sont répétées, etc. Ouais. Et c'est incroyable à quel point ça se ressemble. Ouais. Théologiquement, ça raconte la même chose. C'est des trucs qui sont absolument stupéfiants. Je ne sais pas si vous voyez l'image là. Là, vous avez ici, pardon. Ça, c'est le chaudron d'Undosroup. C'est un travail celte, donc un chaudron, donc c'est religieux. Et de l'autre côté, c'est ce qu'on a trouvé, c'est un des très très vieux motifs indiens qu'on a retrouvé en archéologie à Mohenjo-Daro, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. Vous voyez le même truc. Voilà. Ouais. Tout ça pour dire qu'en fait, l'Inde, l'Iran ancien, tous les peuples scythiques, qui d'ailleurs, les Hittites, très très loin en arrière, mais aussi tout ce qui est grec, tout ce qui est le rameau celto-italique qui a donné donc Rome et qui a donné le monde celtique, les Baltes, les Germains, les Slaves, tout ça, c'est la même grande famille. C'est ça. Voilà. Ça, c'est super intéressant à savoir et à connaître. Ah, bien sûr. Voilà. Alors, Trancavel encore. Que pensez-vous des valeurs morales transmises au travers des séries modernes, genre Viking sur Netflix ou Pagan North gentil de Vardruna? Alors, le problème de la série Viking, c'est que moi, j'en ai vu en tout et pour tout un épisode et demi. Pourquoi ça t'a gavé?
Parce que j'ai fait pendant plus de 20 ans avec madame, on a tenu une association de reconstitution historique, on s'est battu pour sortir, quand on a commencé, de l'image des Vikings à casque à cornes pour faire les costumes tels que maintenant ils se font. Et quand tu vois ça débouler, tu te dis, t'as les yeux qui saignent. Ouais. J'ai pas supporté, parce que je suis un puriste, c'est mon côté connard, si tu veux. C'est-à-dire que cette série-là, à part des événements et des personnages historiques, son propos, c'était pas de faire une apologie de la culture viking, encore moins de l'Azatu. Il t'en montre une image, voilà. D'après ce que j'ai cru comprendre dans les 5 dernières séries, on a vu même l'irruption du wokisme, voilà, bon, sans surprise. Ouais, avec Netflix, voilà. Sans surprise. Sur Vardruna, est-ce que tu connais ou pas? Oui, je vois Vardruna. Attends, je confonds avec Heilung, je sais. Alors, oui, Heilung, c'est pas pareil. Ouais, enfin bon, c'est des Allemands, c'est ça. Heilung, je crois que c'est des Allemands et Vardruna, c'est des Norvégiens. C'est super intéressant parce que sur le coup là, alors ça c'est pareil. C'est le thème d'un bouquin que je suis en train d'écrire depuis plus d'1 an avec un copain là. En fait, on va sortir un bouquin, mais c'est énorme. On pensait pas, quand on s'est attaqué à ça, on ne pensait pas que ça serait si gigantesque que ça. C'est sur l'Azatu et la musique moderne. Ok. Oh là 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 là, ce qu'on a découvert, c'est titanesque. C'est titanesque. Vas-y, un petit teaser là, vite fait là. Vardruna, typiquement, si tu veux, en fait, il nous a fallu qu'on écrive sur le sujet pour nous apercevoir du phénomène. C'est-à-dire que depuis les années 80, avec la scène néo-folk, ce qui gravitait, donc un petit collectif d'artistes impromptus à Londres, notamment, qui tournait autour de Freya Aswin, et où il y avait des membres de groupes comme, alors après, il faut la culture musicale, Death in June, tous ces trucs-là. Donc ceux qui connaissent, connaissent. On est dans du pointu. Je comprends que tout le monde ne connaisse pas Death in June, mais et de groupes comme ça, on a eu un courant musical qui avait un message métapolitique et surtout qui s'est énormément inspiré de l'Azatu et des cultures anciennes germaniques. Ok. Et parallèlement, on avait des groupes de métal, de power metal, Manowar, etc., qui, voilà, sans compter d'autres artistes, Led Zeppelin, qui ont fait des trucs, etc. Et aujourd'hui, on a, par exemple, Vardruna, très, très bon exemple, on a un répertoire complet, spécifiquement dédié à de la musique Azatu, où les gens apprennent le vieux norrois pour chanter la Voluspa, pour chanter les mythes, etc. Quelle religion dans le monde actuellement connaît un truc pareil? Personne. Rien. Et il y a des gens qui font de la musique électronique sur ce thème-là. Il y a des gens qui font. C'est hallucinant de voir que tu trouves ça partout dans le monde musical. C'est fou. C'est un truc de dingue. C'est vrai que ça, c'est une grosse résurgence à ce niveau-là. Heilung, c'est pas mal d'ailleurs. J'ai écouté un peu là. C'est sympa. Pour revenir à la question d'avant, là, parce que je pense que c'était. Vardruna, je ne connais pas. Mais par contre, j'avais lu un truc sur un album de Heilung, si je ne me trompe pas, où il faisait un petit truc en disant oui, nous ne soutenons aucun mouvement, patati patata, etc. Et là, ça m'a déçu. Mais vous justifiez de quoi, les gars? Oui, je vois ce que tu veux dire, le politiquement correct, par peur d'eux, etc. Par peur d'eux. Voilà, j'ai dit, mais je sais pas, moi, tu fais un truc comme ça, tu as quelqu'un qui n'est pas content, mais dans le pire des cas, je te crache à la tronche, sinon, t'occupes pas de moi, quoi. Mais ça, c'est ça, si tu veux, moi, personnellement, je mets ça sur le compte de la faiblesse des gens d'aujourd'hui. Tu vois, la faiblesse morale, la faiblesse, le fait d'avoir peur d'assumer ses propres cultures, ses propres racines. Moi, cette phrase-là, je l'ai prise pour on s'écrase d'abord au cas où il y aura un problème. Exactement. Voilà, et ça, c'est. Ça, c'est pas Azatu. Ça, c'est pas Azatu. Maintenant, c'est ça que j'allais te dire. Ça rentre complètement en décalage par rapport à. Je ne sais pas à quoi ça fait allusion, mais par exemple, on prend l'Azatu islandais qui est très bien organisé, etc. Eux, ils ont une politique pacifiste, écolo, très affirmée. Ils bannissent les armes, etc. C'est un choix. Ça c'est plus cohérent avec l'époque. Je comprends mieux la démarche. Mais le coup de oh non, on veut pas, alors qu'on t'a rien demandé. Ça veut dire non, mais c'est surtout, si tu veux, c'est surtout la peur d'assumer ses racines. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est typique. Alors ça, c'est un truc, par contre, c'est très occidental, finalement. Tu vois? Je peux te dire un truc, voilà. Si quelqu'un porte le marteau de Thor
et à un tant soit peu de dire « Ah ouais, mais les nazis et tout », laisse tomber ton marteau de Thor. Voilà, achète-toi un peu de virilité là-dedans, assume ton héritage ou pas, mais reste pas au milieu. Ouais, mais c'est ça. Code de l'honneur, c'est en même temps, pareil, code de l'honneur, il y a tout ce qui est les trucs très positifs, par exemple, c'est le respect de la parole donnée et tout. Bah déjà, la parole que tu donnes à toi-même, tu portes le marteau de Thor, c'est pas pour l'enlever c'est pas pour l'enlever à la première occasion si quelqu'un te regarde de travers. Et donc. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Bah, c'est le problème de l'époque, ça, en même temps. Alors, le pragmatisme, Franck Cavell, avant tout, est-ce une valeur que l'on retrouve chez les anciens peuples de culture à sa true north? Bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils sont plus pragmatiques que nous. Ouais. Au contraire, c'est même. Moi, je pense, tu me diras, parce que c'est toi qui es plus expert de la question, mais moi, je pense que justement, c'est ce pragmatisme qui a fait tenir cette civilisation longtemps. Bah, je parlais tout à l'heure, je décrivais une société qui est très hiérarchisée, etc. Mais en même temps, c'est comme le système des trois fonctions. Ouais. Donner un truc figé en Inde parce que c'est des populations indo-européennes qui se sont retrouvées entourées d'autres populations, et donc ils ont figé le truc pour éviter les mélanges, etc. C'est comme ça que c'est maintenu. Mais en même temps, il faut comprendre que ça ne doit pas être pour eux. C'est-à-dire qu'un paysan peut devenir guerrier, un guerrier peut devenir roi. C'est-à-dire que tu peux passer d'une fonction à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. C'est le pragmatisme. Quand tu montes une expédition viking, tant que tu es en mer, le capitaine, c'est lui le meilleur navigateur, c'est lui le chef, c'est Dieu le Père. S'il te demande de pisser violer par-dessus bord, tu pisses violer par-dessus bord. Il y a un vieux guerrier qui connaît le terrain et tout, c'est lui le chef, soudainement. C'est ça le pragmatisme viking, c'est-à-dire celui qui sait faire prend le pouvoir dans ce domaine-là. Ouais. Et le lâche aussi qu'on sort de son domaine de compétence et que quelqu'un. Roland est devenu con, pourquoi? Parce qu'il savait parler la langue des Francs. Voilà. Et c'est pour ça qu'il était le chef à terre. Mais ça, pour moi, c'est aussi du bon sens, en fait. C'est tout simplement, quoi, tu vois. Alors, Trancavel encore, à l'époque où le paganisme était roi, Macron aurait-il fini en Blood Eagle? Blood Eagle, c'est une légende, hein, globalement. À ton avis, tiens, selon la loi germanico-nordique, un mec comme Macron, donc qui a plongé le pays dans le chaos, qui a fait perdre, voilà, du coup, à cause de lui, on n'a plus de récolte, on n'a plus de paysans, on n'a plus de souveraineté. Qu'est-ce qu'on lui réserve comme sort à ce mec-là? Macron roi, alors ce qui est intéressant, c'est dans ces sociétés-là, c'est que être roi, c'est une énorme responsabilité. Tu n'as pas tous les pouvoirs. Ouais. Tu as ton devoir, c'est de faire en sorte que ça aille bien. Tu es l'intermédiaire entre les dieux et les hommes, et tu es responsable. Tu es responsable sur ta vie en cas de mauvaise récolte, en cas de famine, en cas de maladie, en cas de défaite militaire, etc. Et on a des cas de rois qui ont été sacrifiés parce qu'ils ne faisaient pas leur boulot. Bon, donc on sait que le petit Manu, il aurait fini avec une. Manu, à moins d'être né de famille royale, dans la mesure où il n'a aucune parole, il n'aurait pas été loin. Voilà, c'est le respect de la parole donnée. Quand tu promets quelque chose, tu le tiens. Lui, il dit tout et son contraire. Donc, on est d'accord. Alors, Cicéron, la pègre actuellement au pouvoir sert-elle, selon vous, un plan de nature ésotérique? Ah ben ça, c'est la grande question. Ouais. Bon, je ne sais pas si c'est une question qui t'intéresse plus que ça, tu me dis. Hein. Je pense que là, on sort de l'autre sujet. Ok, allez. On sort de l'autre sujet. Ça va, on va en trouver une autre. Tiens, Trancavel encore. Mais il n'y a que Trancavel, disons, le gars là. Bon, moi, il est curieux, lui. Ouais. Comment expliquer la conversion assez rapide des peuples scandinaves, germains, peut-être pas eux, etc., au christianisme? Alors, assez rapide, c'est relatif. Parce qu'il y a eu des cas, par exemple, typiquement, Charlemagne, pour convertir les Saxons, il lui a fallu 30 ans de guerre et un quasi-génocide. Voilà. D'ailleurs, c'est relatif, on est d'accord. Par contre-coup géopolitique, le sud du Danemark, vous voyez, la Saxe, c'est autour de l'Elbe. Si vous voyez, regardez un peu là, c'est vraiment au sud du Danemark là. Voilà. Par contre-coup géopolitique, d'un seul coup, on voit quelques années plus tard une grosse barrière défensive qui coupe la péninsule. Voilà. Et quasiment instantanément, c'est l'expansion viking qui commence. Voilà. Maintenant, il y a des peuples qui se sont convertis avec relativement de facilité.
D'autres, ça a été très, très compliqué. Ouais. Ça a été partiel. Parfois, c'était le roi qui se convertissait. La population a suivi plus ou moins au fil des générations. Et il y a des peuples où ça s'est fait en des siècles. Pacifiquement, mais en plusieurs siècles. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très nuancé, ça, cette Ouais, conversion. D'ailleurs, la société, les sociétés du Moyen Âge, du Haut Moyen Âge, etc., sont énormément influencées par l'éthique, par les valeurs morales de ce monde païen, etc. Quand on parlait des lois, la loi salique, etc., au départ, c'est une loi païenne. C'est à peine christianisé, la loi salique. Ah non, mais moi, si tu veux, moi, tu sais, pour moi, le christianisme en Occident, il a été fait notamment, voilà, parfois dans la violence, etc., comme tu l'as dit. Moi, je pense que c'est beaucoup d'anciens druides ou sages ou quoi qui ont fait le clergé moderne, enfin le clergé qui allait arriver ensuite derrière. On voit bien que tous les mythes et légendes païennes sont christianisés, donc en fait, on conserve le patrimoine, mais on le christianise parce que forcément, il y a des nouveaux mœurs qui arrivent, mais plus ou moins, mais c'est jamais qu'un vernis. C'est jamais qu'un vernis. C'est le comparatisme, justement, le comparatisme religieux dont je parlais tout à l'heure, en comparant, nous permet de voir ce qui est authentique et ce qui est ajouté. Et en fait, on s'aperçoit que après, quand on a l'outil, on voit effectivement les contaminations qui n'est pas si profonde que ça. Il y a des gens qui disent oui, attention, c'est les moines ils ont voulu détruire la tradition et tout. Mais s'ils avaient voulu détruire la tradition, l'argument décisif, c'est pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis par écrit? Ouais. Il suffisait de rien faire, ça disparaissait. Aujourd'hui, je ne porterais pas le matour-tort, on n'en parlerait pas, on ne serait pas là. C'est ça. Voilà. Oh, c'est clair. Alors, qui avait droit au Valhalla, en fait? Juste les guerriers morts au combat, non? À l'époque viking, oui. Parce que on est, comme je disais, on est au summum de l'idéologie odinique et du culte du héros germanique, etc. Justement, c'est marrant parce que dans cette émission, tout s'enchaîne. Je parlais justement des guerres saxonnes et de la réaction géopolitique qu'a donné les Vikings. Ben voilà, c'est de ça aussi. C'est-à-dire que pour motiver au combat, on a aussi cette idée qui a été exagérée, qui a été mise au pinacle de pour atteindre le Valhalla, il faut mourir au combat. Ça donne des guerriers qui n'ont pas peur de la mort. On comprend, sur le coup, l'efficacité de ces gens-là. Voilà. Ceci dit, il faut savoir que dans la mythologie, la moitié des morts au combat vont chez Freya. Ouais. Parce que Freya, déesse de l'amour, mais elle a aussi un côté déesse de la mort. Là, encore une fois, la mythologie. Ouais. Faut fouiller dans la mythologie. Voilà. Tu sais, il y a notre ami Pierre-Yves qui est là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pierre est très intéressant. J'aimerais bien inviter ce monsieur, un de ces quatre. Oui, parce que Pierre-Yves, c'est un ami qui a une chaîne aussi. Il traite de beaucoup de sujets. Bah, écoute, je lui dirai ton contact si tu as envie d'aller te promener un peu sur Internet. Halfdan, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le noble, c'est un aristocrate, je peux me permettre. C'est un bourguignon. Tu vas voir. Il n'a pas sa langue dans sa poche, lui. Un compatriote de Vincenot. Voilà. Alors, les questions. On va pas, par contre, on va pas tarder à finir parce que moi, j'entends madame qui s'affaire à la popote. Là, je vais me faire engueuler, moi, si. Pareillement. Ah, tiens, toi aussi. Ah ouais, non, mais. Et puis, nous, on a des racines païennes, on les a pas oubliées ici. Hein. À l'époque des Vikings aussi, son rapport aux femmes aussi, les rôles étaient très bien définis. Il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes, il y a complémentarité. La femme gère le domaine intérieur. Tout ce qui est dans la maison, c'est son truc. S'il y a une clé qui ferme une porte, c'est elle qui est responsable. T'inquiète pas. C'est jamais l'homme. Voilà. L'homme s'occupe de ce qui est à l'extérieur. Il s'occupe du commerce, il s'occupe des champs, il s'occupe de la guerre, etc. Et donc, il y a vraiment deux. Il n'y a pas d'égalité. Voilà, tant pis pour les féministes. Il n'y a pas d'égalité homme-femme. Les femmes ont leur rôle, leur justification, et les hommes ont leur rôle et leur justification. Et pour marcher, il faut être à deux. La nature, quoi. Que pense Halfdan de Varg Vikernes? Ah bah oui, c'est marrant. On t'a jamais posé cette question? Non, sur le coup, non. Beaucoup sur Oleg, mais Varg Vikernes, non. Tu vois qui c'est, Varg Vikernes? Je vois qui c'est, ouais. Je vois qui c'est. C'est pareil. Je sais pas trop me faire une opinion sur le personnage. C'est quelqu'un de très étrange. Pour moi, c'est un sociopathe, déjà. Ouais, possible. C'est possible. Moi, c'est ce que je pense. Par contre, après, tout l'apport culturel qu'il a ramené est parfaitement valide. Hein. Ouais, j'avoue, j'ai lu quelques trucs de lui. Je me pose beaucoup de questions parce que
ne donnent pas de source, et ça me gêne un peu. Alors, c'est des idées intéressantes, et je ne sais pas trop quoi faire avec ça, en fait. Je suis vraiment, sur le coup, je ne sais pas sur quel pied danser. Après, c'est un personnage qui est très intéressant. À une époque, je regardais ses vidéos, il avait des considérations sur l'écologie, sur les trucs dans ce genre-là, très intéressant. C'est une tête. C'est intéressant de l'écouter. C'est un mec intelligent, c'est un type, si tu veux, il a profondément étudié la culture viking, notamment, il est norvégien, lui, à la base. Tu vois. Oui, ça aide. Bon, on sait aussi qu'il défend des positions plutôt, alors comme on dirait aujourd'hui, d'extrême droite ou quoi au caisse, tu vois. On va dire extrême. Ça, c'est sûr que c'est extrême. C'est extrême, c'est clair. Mais ça, c'est extrême. Est-ce que ça avait rapport à l'extrême droite ou Non, c'est ce qui se dit communément, mais si tu veux, pour moi, c'est un mec extrême qui a une dent contre le christianisme, comme beaucoup de néo-païens, comme ça, tu vois, et tout. C'est assez inhérent. Avant de partir, madame m'a donné un petit élément j'ai purée, j'avais pas pensé à ça. Il disait, par exemple, un Gauzy, au XXIe siècle, ne sera pas le même, il n'aura pas forcément la même mentalité, le même point de vue, selon qu'il est né, qu'il a grandi en milieu catholique, c'est la France, ou en milieu protestant. C'est la Scandinavie, c'est les États-Unis, c'est l'Amérique du Nord, etc., principalement. Et c'est très intéressant de voir que, par exemple, la scène métal et l'Azatu scandinave est aussi une réaction contre le rigorisme protestant, que nous, on ne connaît pas en France, que de tradition catholique, on ne connaît pas. Le rigorisme religieux existe encore en Europe, beaucoup chez les protestants. Un truc, par exemple, les tueries de masse de gamins qui pètent les plombs, qui vont tuer leurs petits camarades, cherchez pas, tu es en milieu protestant. Et il y a des gens qui ne supportent pas en Suède, par exemple, il y a ce qu'on appelle le lagom, c'est-à-dire l'art de vivre à la suédoise. C'est-à-dire que c'est un milieu c'est un monde où on n'aime pas les sentiments trop exacerbés. Crier ne se fait pas, rire fort ne se fait pas. Quand on est riche, on peut dire qu'on est riche, mais il ne faut pas trop le montrer, il ne faut pas être ostentatoire. On essaye de tout gommer. Mais ça va contre la psyché humaine. On a besoin de temps en temps d'exploser, de catharsis, etc. Et pour moi, la scène métal, c'est ça. C'est une gigantesque catharsis pour le rock'n'roll. Si c'est né en Angleterre, aux États-Unis, c'est ça. C'est d'un seul coup, c'est foutez-moi la paix. Et la violence de ce monde-là s'explique, pour moi, là on est dans la sociologie, mais ça peut s'expliquer aussi à ça. Oui, c'est pas idiot. Ouais, je vois ce que tu veux dire par là. Le genre de violence, on trouve pas, on a des métalleux, etc. Partout, je veux dire. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est un truc qui a été confirmé. J'ai un copain qui travaille dans la sécurité. Alors lui, ça fait 20 ans qu'il bosse là-dedans. Il a vu des concerts, mais partout, quoi. Il a fait voilà, il disait le public le plus sympa, le plus cool, où on sait avec les collègues qu'il y a très peu de chances qu'on ait des emmerdes, paradoxalement, c'est les concerts et même les festivals de métalleux. Ouais, m'étonne pas. Parce que les mecs, ils se lâchent dans le pogo et c'est la catharsis. Voilà. Et ça c'est la catharsis. Voilà. Les plus cons, il disait c'est les amateurs de jazz. C'est snob, c'est arrogant, voilà, ça n'a rien à voir. Mais pour expliquer qu'effectivement, pour expliquer aussi qu'il y a des gens qui sont extrêmes dans ce milieu-là. Très souvent, vous remarquerez, ça vient d'un milieu des pays protestants. Les extrémistes comme ça, tu n'en as pas en France, il n'y en a pas en Italie, il n'y en a pas, enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Ouais, c'est vrai. Alors attends, je vais te prendre une petite dernière question pour la route. Allez, ce sera celle-là. Hop là. Les femmes vikings, des guerrières aussi, nous demande. Bon revoir Théophanie. Alors, oui et non. Traditionnellement, non, ça n'est pas ce qu'on leur demande. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est marrant encore une fois, la transition elle est parfaite. Chacun a son rôle dans cette société. C'est un peu, ça a donné le système des castes en Inde. C'est que chacun a sa place, chacun a son utilité et personne n'est mis à l'écart. Et donc les sociétés vikings, germaniques, germano-nordiques, laisser leur juste place aux femmes, c'est logique. Mais comme je disais, tout est poreux. Et on a des cas, effectivement, historiques, dans les gestes médiévaux, etc., de femmes guerrières, notamment et très souvent des aristocrates, d'ailleurs. D'ailleurs, je crois, ou des cas de force majeure. Par exemple, la première colonie scandinave en Amérique,
ils ont eu des problèmes avec les natifs, là, c'est des Skrelling et tout. Et à un moment, ceux-ci ont attaqué le camp viking installé là. Les hommes étaient partis à la pêche, à la chasse, peu importe. Et c'est une femme enceinte qui était la femme du chef. J'ai oublié, il y a son nom. Hein, vous avez regardé dans les sagas, la saga du Vinland ou tout dans ce genre-là. On connaît son nom, on a même la date exacte de l'événement. C'est elle qui a pris une épée et qui s'est portée au devant avec les hommes qui étaient restés. Et donc justement, les pauvres, les servants, les esclaves, etc., qu'on a armés à la va-vite et qui a fait une ligne pour faire face aux Indiens. Et elle a réussi à les mettre en fuite grâce au taureau. C'est le taureau qui les a impressionnés. Voilà. Donc effectivement, il est arrivé qu'une femme en Islande, dans une saga, je me rappelle qu'il est arrivé qu'une femme en Islande défende sa maison, la lance à la main. Pourquoi ? Parce que l'homme n'est pas là. C'est les cas qui reviennent le plus souvent, c'est que quand les hommes sont pas là, c'est les femmes qui défendent le. Maintenant, on a d'autres histoires où c'est la fille du roi, comme c'est la seule héritière, elle n'hésite pas à prendre les armes pour faire valoir ses droits. Parce que la royauté se transmet par le sang. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas comme dans la série Viking, on n'en fait pas c'est pas un truc commun. Ça arrive, ça pouvait surprendre à l'époque, mais c'était pas la norme. Et c'était pas forcément bien vu, à moins d'être aristocrate, à moins d'avoir une bonne raison, c'était pas forcément bien vu. Ok. Alors, on va s'arrêter là-dessus, les amis, pour ce soir. On a quasiment fait 2 heures déjà. C'est plus que ce qu'on croyait. Mais en tout cas, moi, je suis content. Question intéressante. Bah oui, il y a plein de trucs. De toute façon, il y aura peut-être même. Alors, ce qui pourrait être intéressant la prochaine fois, c'est que tu viennes nous parler du Manus Mal. Ouais, pourquoi pas. Sur le thème de oui, en gros, Azatu, religion ethnique ou pas. Ouais, et puis surtout pour tout l'aspect un peu plus politique de la chose, comme tu disais tout à l'heure, on voulait un petit peu développer là-dessus, ça pourrait être l'occasion. Enfin, on en parlera en off. Ouais. Pourquoi pas. Il faut mettre les pieds dans le plat parce qu'il y a des tas de gens qui ont des idées préconçues sur le sujet et la plupart se trompent d'un côté comme de l'autre. Ouais. Donc ça pourrait être sympa. Merci d'avoir été avec nous, Afdan, c'est cool. Merci d'avoir reçu, merci à tous ceux qui ont regardé. Merci au chat, etc. Et je vais te mettre en lien avec Pierre-Yves, si jamais tu veux aller sur sa chaîne pour parler un petit peu de ce que tu fais, tout ça. Donc, je te mettrai en relation avec lui et puis vous vous arrangerez tous les deux, quoi. En tout cas, ça fait plaisir, c'était cool. Même. Et on a respecté une éthique germanique, on a tenu parole. On avait dit qu'on en avait une, on l'a faite. L'honneur. Exactement. Voilà. Puis on va respecter une autre chose traditionnelle dans la loi germanico-nordique, c'est qu'on ne va pas décevoir nos femmes parce qu'on va se faire cogner sur la gueule sinon. Faut pas le dire. Allez les amis, en tout cas, bonne soirée à vous, à tout le monde et à la prochaine. Ciao.